Il existe une version de toi qui ne se brise pas quand la pression arrive, une version qui tient parole, qui ne s'abandonne pas en cours de route et qui reste solide même quand la vie se resserre. Laisse-moi te dire une chose essentielle. Cette version n'est pas lointaine. Elle n'est pas dans le futur et elle n'exige pas que tu deviennes une autre personne. Elle existe déjà. Elle n'est simplement pas entraînée. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens fatigué, que tu réagis plus que tu ne le voudrais, que tu perds le contrôle émotionnel dans des moments qui demandent de la force. Mais ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un manque de préparation mentale. Parce que personne ne naît émotionnellement fort. La force émotionnelle se construit. Et elle se construit sous pression. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Ils enseignaient quelque chose de simple et de direct. Tout commence dans l'esprit. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent n'est ni le talent, ni la chance, ni la motivation. C'est la capacité à maintenir des décisions, même quand le corps se fatigue, quand l'émotion vacille et quand la volonté flanche. Et c'est exactement cela que cette vidéo va t'enseigner. Ici, tu vas apprendre comment construire un esprit vraiment fort, capable de supporter les défis, de contrôler les impulsions et de continuer à avancer. Ce sont 6 piliers stoïciens éprouvés par le temps, par la douleur et par la réalité. Et je peux te le garantir, au moins l'un d'entre eux va toucher exactement le point qui aujourd'hui te bloque le plus. Alors avant de commencer, réfléchis avec honnêteté. Où un esprit plus solide ferait-il une différence réelle dans ta vie aujourd'hui? Dans les relations? Dans le travail? Dans la discipline? Dans le contrôle émotionnel? Commence comme toute force mentale commence. Par une décision claire, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit ». Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de direction. Parce que chaque choix conscient construit la personne que tu deviens. Et le premier pilier parle précisément de cela. Ne pas changer le monde, ne pas attendre des conditions parfaites, mais apprendre à gouverner son propre esprit quand la pression apparaît. Commençons. Leçon 1. C'est ici que naît ta force mentale. La solidité intérieure, ce n'est pas vivre sans difficulté. La force mentale, c'est réussir à maintenir ta posture, ton comportement et tes objectifs solides, même quand le monde autour de toi semble s'effondrer. Un esprit faible réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un esprit fort gouverne ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que la majorité se trompe. La différence entre quelqu'un d'émotionnellement fragile et quelqu'un de mentalement inébranlable repose sur 4 piliers invisibles que presque personne n'entraîne. La tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité. Ces 4 éléments déterminent jusqu'où la vie peut te mettre sous pression sans te briser. Pense à cela comme à une base de soutien. Si elle est fragile, le moindre vent fait tomber. Si elle est solide, aucune tempête ne détruit. Laisse-moi t'expliquer chacune de ces bases pour rendre tout cela plus simple. La tolérance, c'est ce que tu es capable de supporter avant de perdre le contrôle. Un commentaire négatif, une critique au travail, quelqu'un qui se montre dur avec toi. Celui qui a une faible tolérance explose, se dispute, se ferme ou reste silencieux, mais s'effondre à l'intérieur. Celui qui a une tolérance élevée observe avec calme, sépare ce qui mérite de l'attention de ce qui peut être ignoré et continue d'avancer. C'est ainsi qu'agit un stoïcien. Même situation, des résultats complètement différents. Maintenant, pense à la force. La force, c'est jusqu'où tu descends quand quelque chose de mauvais arrive. Une rupture, un licenciement, un problème de santé, un conflit familial. Un esprit faible s'isole, se victimise et paralyse sa propre vie. Un esprit fort ressent la douleur, parce que ressentir est humain mais ne laisse pas cela le définir. Il souffre, apprend et continue à avancer. Même chute, mais avec des profondeurs totalement différentes. Vient ensuite la résilience. La résilience, c'est le temps que tu mets à te relever. Une erreur, un échec, une humiliation publique. Une personne avec une faible résilience revit cela pendant des semaines, des mois. Parfois reste coincée dans cette situation pendant des années. Comme si la blessure ne se refermait jamais. Une personne avec une forte résilience est touchée sur le moment, apprend de la situation et peu de temps après, se tient déjà de nouveau debout émotionnellement, avançant avec clarté. Même douleur, mais avec des durées complètement différentes. Et enfin, l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est ce que tu fais après le coup. Certains deviennent amers, fermés, méfiants, et deviennent des personnes bien pires qu'avant. D'autres transforment la douleur en croissance. Un cœur brisé peut créer quelqu'un de froid et blessé, ou quelqu'un de plus mûr, plus conscient et plus fort. Un licenciement peut détruire l'estime de soi ou pousser la personne à apprendre de nouvelles compétences et à passer à un autre niveau dans la vie. Même impact, mais des destins opposés. Et maintenant vient la vérité que presque personne ne te dit. La force mentale n'est pas un don. Personne ne naît fort à l'intérieur. Elle se construit. Ces 4 piliers fonctionnent comme des muscles invisibles. Plus tu les entraînes, plus tu deviens résistant. Plus tu fuis l'inconfort, plus ton esprit devient fragile. Les stoïciens enseignaient déjà cela il y a des siècles. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux t'entraîner chaque jour à la manière dont tu réagis à l'intérieur.
C'est cela qui transforme quelqu'un d'ordinaire en quelqu'un de mentalement fort. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est ne pas rester au sol. Ce n'est pas ne pas ressentir la douleur. C'est ne pas la laisser gouverner ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté cesse d'être une punition et devient un entraînement. Tout ce qui semblait auparavant un poids commence à se transformer en renforcement. Parce que c'est précisément dans les situations difficiles que tu pratiques la concentration. Renforce le corps et l'esprit. Ajuste ton attitude et apprends à agir avec raison plutôt qu'avec impulsion. Ce sont les 4 piliers qui mettent ta vie en ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et plus tu entraînes la tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité au quotidien, sous pression, dans la fatigue, face aux défis réels, plus tu deviens inébranlable. Maintenant, marque cet engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires « J'entraîne mon esprit tous les jours ». Parce que c'est cet entraînement constant qui te rend plus calme, plus clair, plus discipliné. Et plus tu renforces ton esprit, moins la vie parvient à te faire tomber. Leçon 2. La force naît dans l'inconfort. Quand la vie est légère, quand les plans fonctionnent, quand tu reçois des compliments et que rien ne semble menacer ta stabilité, n'importe qui peut paraître fort. Dans ces phases, il est facile de garder le sourire, il est facile d'être positif, il est facile de croire en soi. Mais ce n'est pas de la force mentale, c'est du confort. La vraie force apparaît quand le sol disparaît. Elle surgit quand une relation se termine et que le silence pèse plus que n'importe quelle dispute. Quand tu perds ton emploi et que tu ne sais pas comment l'expliquer à la maison. Quand tu te trompes en public et que tu ressens de la honte. Quand les plans échouent et que tu te demandes si cela vaut encore la peine de continuer. C'est dans ces jours-là que l'esprit est mis à l'épreuve. Non pas comme absence de douleur, mais comme choix conscient. La force mentale, c'est ressentir la tristesse, la peur, la frustration. Et malgré cela, décider d'agir comme la personne que tu veux devenir. Et non comme le chaos du moment voudrait que tu sois. C'est garder une posture quand il serait plus facile de s'effondrer. C'est préserver le caractère quand il serait plus facile de blâmer le monde. C'est rester ferme quand tout en toi te demande d'abandonner. La force mentale, ce n'est pas ne pas souffrir. La force mentale, c'est souffrir sans se permettre d'être détruit par cela. C'est comme un navire au milieu d'une tempête. Les vagues frappent violemment, le vent désoriente, la pluie efface l'horizon. Mais le capitaine n'abandonne pas la barre. Il maintient le cap même sans voir la fin de la traversée. La tempête ne décide pas du destin du navire. Celui qui décide, c'est celui qui tient le contrôle. Et c'est exactement ce que Viktor Frankl a montré au monde dans son livre « À la recherche du sens ». Il ne pouvait pas contrôler la faim, le froid, les agressions ou la souffrance extrême des camps de concentration. Tout cela était hors de sa portée. Mais il y avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la manière dont il choisirait de répondre à la douleur. Et il a résumé cette vérité de façon puissante. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Et dans notre choix se trouve notre liberté. La vie va te blesser, elle va te frustrer, elle va gâcher tes plans. C'est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est ce que tu deviens après cela. Tu peux permettre à la douleur de te briser, ou tu peux utiliser la douleur pour te renforcer. C'est comme le feu. La même chaleur qui détruit la paille est celle qui durcit l'acier. La différence n'est pas dans la souffrance. Elle est dans ce que tu en fais. Et maintenant vient la question la plus importante de ce pilier. Qui es-tu quand tout va mal? Tu te plains? Tu te poses en victime? Tu cherches des coupables? Tu abandonnes? Ou choisis-tu d'agir comme ta meilleure version? Même quand ça fait mal, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile. Parce que c'est précisément dans ces moments que l'esprit faible se révèle. Et c'est précisément dans ces moments que l'esprit fort se construit. Tu peux construire un esprit fort. Un esprit qui ne s'effondre pas sous la pression, qui ne se perd pas dans la fatigue, qui ne réagit pas par impulsion. Et cette force naît justement dans les jours difficiles. Chaque défi est une opportunité d'entraîner le caractère, le contrôle et la clarté. Et le premier pas est de te donner un ordre clair à toi-même. Répète-le, mets-le comme rappel sur ton téléphone ou écris-le dans les commentaires. Je choisis d'être fort dans les jours difficiles. Parce que chaque fois que tu réponds avec caractère quand la vie se resserre, tu cesses d'être fragile et tu commences à devenir mentalement inébranlable. Leçon 3. Change ta perspective. Laisse-moi te dire une vérité qui change complètement la manière dont tu fais face à la vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta force mentale, c'est le sens que tu donnes à ce qui arrive. Deux personnes peuvent traverser la même douleur, la même pression, le même échec, et partir dans des directions totalement opposées. L'une grandit, l'autre se brise. Et la raison n'a jamais été l'événement. Elle a toujours été l'interprétation. Des chercheurs ont suivi des candidats des forces spéciales de la marine américaine, l'une des formations les plus dures au monde. Pendant des mois d'entraînement extrême, tous ont affronté la même souffrance, la même fatigue, la même pression psychologique. Mais le résultat a été impressionnant. Certains en sont sortis plus forts, plus confiants, plus résilients. D'autres en sont sortis émotionnellement détruits.
La différence n'était pas dans le corps, elle n'était pas dans le talent, elle n'était pas dans la génétique. Elle était dans la manière dont chacun interprétait la douleur. Ceux qui voyaient le stress comme quelque chose d'injuste, comme un ennemi, comme une punition, activaient dans le corps des réactions d'effondrement, d'anxiété et d'usure. En revanche, ceux qui percevaient la souffrance comme un entraînement, comme un renforcement, comme une préparation, activaient des réponses de croissance, de clarté mentale et de résistance. Même défi, mais avec des résultats opposés. Maintenant, peut-être penses-tu, mais je ne vis pas dans un entraînement militaire. Et c'est précisément là que se trouve la leçon la plus importante. Cette même dynamique se produit chaque jour dans ta vie. La pression au travail, les critiques que tu reçois, les erreurs que tu commets, les rejets, les problèmes financiers, les moments où tout semble lourd. Pour certaines personnes, cela devient un traumatisme. Pour d'autres, cela devient une force. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un véritable outil de transformation. Les stoïciens enseignaient quelque chose de simple et de puissant. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est le jugement que tu portes sur lui. Quand tu changes le jugement, tu changes la réaction. Quand tu changes la réaction, tu changes le comportement. Et quand tu changes le comportement, tu changes toute ta vie. Pense à cela comme à un escalier. La situation est la première marche, l'interprétation est la deuxième, l'émotion est la troisième, l'action est la quatrième. La majorité des gens pensent que la vie commence sur la dernière marche. Mais tout commence là-haut, dans la manière dont tu regardes ce qui s'est passé. Quand quelque chose tourne mal et que tu penses « cela prouve que je ne suis pas capable », ton esprit se referme. Mais si, en vivant la même situation, tu penses « cela est en train de m'entraîner pour quelque chose de plus grand », ton esprit se renforce. Ce n'est pas l'événement qui te brise, ce n'est pas la critique dure que tu entends, ni l'ingratitude que tu reçois. C'est l'étiquette que tu lui colles. C'est pour cela que des personnes avec moins de ressources, moins d'opportunités et même moins de talent parviennent à construire des vies incroyables. Tandis que d'autres, pleines de potentiel, restent bloquées au même endroit. La différence n'a jamais été ce qu'elles ont vécu. Elle a été la manière dont elles ont interprété ce qu'elles ont vécu. Et maintenant vient la question qui change tout. Ce que tu affrontes aujourd'hui, est-il en train de te détruire ou de t'entraîner? Parce que l'esprit ne réagit pas aux faits. Il réagit aux histoires que tu racontes à propos des faits. Quand tu changes de perspective, tu changes ta réponse émotionnelle. Quand tu changes ta réponse émotionnelle, tu changes d'attitude. Quand ton attitude change, tu changes ton propre destin. Les personnes mentalement fortes ne fuient pas la pression. Elles transforment la pression en carburant. Elles ne demandent pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elles demandent « qu'est-ce que cela est en train de m'enseigner ?» Et ce simple changement de question sépare ceux qui se brisent de ceux qui grandissent. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté peut être une prison ou un entraînement. Chaque douleur peut être un fardeau ou une marche. Tout dépend de la perspective que tu choisis d'adopter. Répète cette phrase avec conviction. Je transforme la pression en force. Jusqu'à ce que cette posture devienne ton nouveau schéma mental. Quand tu changes la manière d'interpréter la réalité, tu cesses d'être fragile face à la vie et tu commences à devenir quelqu'un de véritablement fort mentalement. Leçon 4. Celui qui choisit le difficile gouverne le facile. Il existe deux types de personnes dans le monde. Celles qui s'effondrent quand la pression arrive et celles qui restent solides, non pas parce qu'elles ont eu une vie plus facile, mais parce qu'elles se sont préparées avant la tempête. La vraie différence entre quelqu'un de fragile et quelqu'un de mentalement fort ne se trouve pas dans le fait d'éviter les problèmes. Elle se trouve dans l'entraînement de l'esprit à ne pas se briser quand l'inconfort apparaît. Et le chemin pour y arriver est plus simple qu'il n'y paraît. Même si peu ont le courage de le suivre, tu te portes volontaire pour la difficulté. Tu choisis de petites doses d'inconfort chaque jour, non pas pour te torturer, mais pour enseigner à ton esprit une vérité puissante. La douleur ne commande pas, la fatigue ne commande pas, les excuses ne commandent pas. C'est toi qui commandes. Les stoïciens vivaient cela concrètement. Sénèque conseillait des périodes volontaires de simplicité extrême, dormir sur des lits durs, manger peu, affronter le froid, pour se prouver à lui-même qu'il pouvait supporter l'inconfort sans se briser. Il disait que celui qui s'entraîne dans la difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il a déjà appris qu'il est plus fort qu'il ne l'imagine. Marc Aurèle entraînait son corps, montait à cheval, se demandait un effort physique, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il savait que lorsque l'instinct crierait « Arrête !», celui qui devait garder le contrôle, c'était l'esprit. Il comprenait quelque chose que presque personne n'accepte aujourd'hui. La vie sera toujours difficile. Et voici le point qui change tout. Tout est difficile. Être sédentaire est difficile. S'entraîner est difficile. Vivre dans le désordre est difficile. Construire la discipline est difficile. Être faible est difficile. Construire la force est difficile. Alors, la vraie question n'est pas comment fuir la difficulté. La question est, quelle difficulté vas-tu choisir? Parce que soit tu choisis ta douleur, soit la douleur te choisit. Les stoïciens appelaient cela l'entraînement du caractère. Et Épictète était direct, comme un maître qui ne protège pas l'élève de l'effort.
Tu ne deviens pas fort en évitant ce qui dérange, tu deviens fort en affrontant ce qui te construit. C'est comme la mer et le marin. Une mer calme n'a jamais formé un bon marin. Ce sont les vagues, le vent et la résistance qui créent la compétence, la solidité et la confiance. Mais la majorité veut devenir forte sans entrer dans la mer. Elle veut la confiance sans l'épreuve. Elle veut la discipline sans l'effort. Elle veut des résultats sans inconfort. Et c'est pour cela que tant de personnes craquent quand la vie se resserre. Voici maintenant la règle pratique qui change réellement ton esprit. Chaque jour, choisis une petite difficulté. Quelque chose de simple mais intentionnel. Et quand l'envie d'arrêter arrive, fais ce que font les personnes fortes. Va juste un peu plus loin. Une répétition de plus, une page de plus, 5 minutes de plus, un pas de plus. Seul encore un paraît petit, mais il construit quelque chose d'énorme, le respect intérieur. À chaque fois que tu ne fuis pas, ton esprit enregistre « Je tiens, je fais ce que j'ai dit, je ne négocie pas quand ça devient difficile ». Et quand cela se répète jour après jour, tu cesses de dépendre de la motivation. Parce que maintenant, tu as quelque chose de bien plus puissant, la preuve. La preuve que tu peux, la preuve que tu tiens. La preuve que tu n'abandonnes pas quand ça devient difficile. Et quand l'esprit commence à te faire confiance, quelque chose change à l'intérieur. L'insécurité diminue, la peur perd de sa force, le doute cesse de te dominer. Tu commences à marcher avec plus d'assurance, à décider avec plus de clarté, à affronter les problèmes avec plus de calme. Parce que maintenant ton esprit sait, tu es quelqu'un qui tient parole. La vie ne respecte pas les promesses. La vie respecte la préparation. C'est cette base psychologique qui te permet de traverser les phases difficiles sans imploser à l'intérieur. Alors commence aujourd'hui, choisis ta petite dose d'inconfort, fais-la, et déclare-le maintenant, je vais encore une fois. Parce que c'est ainsi que quelqu'un cesse d'être fragile et commence à devenir réellement mentalement fort. Leçon 5. Remplace la motivation par des systèmes. Si tu observes la majorité des personnes qui essaient de changer de vie, tu remarqueras un schéma dangereux. Elles commencent motivées, pleines de projets, jurant que cette fois-ci, c'est la bonne. Elles se lèvent tôt pendant quelques jours, mangent mieux pendant une semaine, se concentrent pendant une courte période, et puis la motivation disparaît, et avec elle, les résultats. Parce que la motivation est comme une vague. Elle monte fort, elle enthousiasme, elle te pousse en avant, puis elle se brise et disparaît. Et quand elle disparaît, la majorité s'arrête tout simplement. C'est là que naît la différence entre un esprit faible et un esprit fort. L'esprit faible attend de se sentir bien pour agir. Il attend d'être inspiré, confiant, plein d'énergie, dans le bon état d'esprit. Et pendant qu'il attend le moment parfait, la vie passe. L'esprit fort d'un stoïcien, lui, comprend quelque chose de simple. Il agit même quand il n'en a pas envie. Il ne négocie pas avec la fatigue. Il ne discute pas avec la paresse. Il ne dépend pas de l'enthousiasme. Mais ici, beaucoup commettent une autre erreur. Quand ils comprennent qu'ils ne peuvent pas dépendre de la motivation, ils essaient de tout résoudre avec la seule force de volonté. Je vais me forcer. Je vais y aller en force. Je vais lutter contre moi-même. Et ça fonctionne pendant quelques jours, puis tu t'épuises. C'est comme essayer de pousser une voiture lourde tous les jours avec tes propres mains. Au début, ça passe, mais ensuite, tu te fatigues, et tu t'arrêtes. Un esprit fort ne vit pas dans la force, il vit dans l'intelligence. Et c'est là que les systèmes entrent en jeu. Les stoïciens comprenaient déjà cela, même sans utiliser ce mot. Ils savaient qu'on ne construit pas le caractère avec des explosions d'efforts, mais avec des pratiques quotidiennes simples, répétées avec discipline. Sénèque disait que la vraie transformation arrive quand nos actions deviennent une partie de la routine, et non quand elles dépendent de l'humeur du jour. Et tout cela se résume dans une idée puissante. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes habitudes. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu désires qui change ta vie. C'est ce que tu fais tous les jours. Un système, c'est cela. Un ensemble d'actions petites, claires et répétées qui te mènent inévitablement au résultat. Il retire l'émotion de l'équation. Tu ne demandes pas si tu en as envie. Tu exécutes, tout simplement. Beaucoup de gens disent « Je veux être plus intelligent. Je veux une vie financière tranquille. Je veux réussir. » Ce sont des objectifs. Mais quel est le système derrière? Parce que personne ne s'enrichit par le désir. Personne n'organise sa vie par la volonté seule. Si tu veux une stabilité financière, le système peut être de mettre de côté une partie de ce que tu gagnes chaque mois, même si c'est peu. Si tu veux sortir des dettes, le système peut être de couper les dépenses inutiles et de payer une facture à la fois, avec constance. Si tu veux prospérer, le système peut être d'apprendre à investir petit à petit et de ne pas dépenser tout ce qui entre. Les objectifs inspirent. Mais ce sont les systèmes quotidiens qui transforment ta réalité. Voici maintenant l'erreur qui détruit presque tous les systèmes. Les gens commencent trop grands. Ils créent des routines énormes, difficiles, qui dépendent encore de la motivation. Et ils abandonnent vite. Le vrai secret est de commencer si petit qu'il devient impossible d'échouer. Si petit que ton cerveau n'essaie même pas de résister.
5 minutes, une page, une action minimale. C'est comme allumer un feu. Tu ne commences pas en jetant une grosse bûche, tu commences par une étincelle, puis un petit bâton, puis un autre. Et soudain, le feu grandit tout seul. Quand tu commences petit, l'habitude s'installe. Quand l'habitude s'installe, l'effort diminue. Et avec le temps, tu grandis naturellement. Un esprit faible dépend de ce qu'il ressent. Un esprit fort construit des processus. Il ne demande pas « est-ce que j'en ai envie ?» Il demande « quelle est la prochaine action du système ?» Et il exécute. Ce ne sont pas des pics de motivation qui construisent une vie forte. Ce sont de petites actions répétées, même les mauvais jours. D'ailleurs, ce sont précisément les mauvais jours qui construisent les personnes fortes. Si tu veux devenir mentalement dangereux, arrête de faire confiance à tes émotions. Et commence à faire confiance à tes systèmes. Parce que quand tes systèmes sont en place, le progrès arrive même quand tu ne vas pas bien. Et c'est ainsi que se construit une vraie discipline. Leçon 6. Présence et paix. La force d'un esprit qui ne réagit pas, qui choisit. L'un des plus grands ennemis de ton évolution n'est pas le manque de capacité, c'est le manque de maîtrise intérieure. En ce moment même, tu as probablement déjà ressenti cela. Les émotions qui montent dans la poitrine, les pensées qui s'emballent sans s'arrêter, les impulsions qui surgissent avant même que tu puisses décider avec clarté. Tu veux agir avec calme, tu veux rester concentré, tu veux mieux choisir. Mais quand tu t'en rends compte, tu as déjà réagi en pilote automatique. Tu as dit ce que tu ne voulais pas. Tu as abandonné ce qui était important. Tu t'es dispersé au lieu de faire ce que tu devais faire. C'est comme conduire une voiture puissante avec un volant cassé. Le moteur est fort, la capacité est là, mais sans contrôle, tu finis toujours hors de la route. Un esprit faible est bruyant. Il saute d'une émotion à l'autre, d'un stimulus à l'autre en réagissant à tout. Un esprit fort est différent. Il est présent, il est stable, il ressent, mais il n'est pas commandé. Il perçoit l'impulsion, mais il choisit la réponse. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la capacité de créer un espace entre ce qui arrive et la façon dont tu réagis. Et c'est précisément dans cet espace que naît la liberté. Marc Aurèle enseignait quelque chose de simple et de puissant. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Cette phrase n'est pas une théorie, c'est un entraînement quotidien. Pense à tes émotions comme à un verre d'eau que l'on agite. Tant que tu remues sans arrêt, tout devient trouble, confus, impossible de voir le fond. Mais quand tu t'arrêtes, l'eau se calme d'elle-même. La clarté revient. C'est exactement ce que la présence fait à l'esprit. Et il existe des habitudes simples qui construisent cette paix solide chaque jour. La première, c'est la méditation. Et ce n'est rien de mystique ou de compliqué. Il ne s'agit pas de vider l'esprit. Il s'agit simplement de se concentrer sur la respiration. Inspirer, expirer. Une chose à la fois. Chaque fois que tu fais cela, ton cerveau apprend à ne pas courir après chaque pensée et chaque émotion. Tu entraînes le calme, tu entraînes la concentration, tu entraînes l'autocontrôle. Avec le temps, tu commences à remarquer quelque chose de puissant. Les situations qui auparavant te faisaient perdre l'équilibre ont de moins en moins de prise sur toi. L'esprit devient plus clair, le corps se détend plus vite, et tu cesses de vivre dans un état constant de tension. La méditation ne t'éloigne pas des problèmes, elle te rend plus fort pour les affronter avec lucidité. C'est comme renforcer un muscle invisible qui soutient ta paix, quelle que soit la situation. La deuxième habitude, c'est l'écriture. Quand les problèmes restent uniquement dans la tête, ils deviennent une avalanche émotionnelle, anxiété, peur, confusion, tout mélangé. Mais quand tu les mets sur le papier, quelque chose change. Le chaos devient clarté. Ce qui semblait énorme se transforme en quelque chose de concret que l'on peut organiser et résoudre. C'est comme une corde pleine de nœuds. Dans le noir, tu ne fais que serrer davantage. Quand tu regardes attentivement, tu peux les défaire un par un. L'écriture fait cela avec l'esprit. En plus, écrire t'aide à voir des schémas, des erreurs qui se répètent, des peurs qui reviennent toujours, des décisions que tu as tendance à éviter. Quand tu vois cela sur le papier, tu gagnes en conscience, et la conscience, c'est du pouvoir. Peu à peu, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions, et tu deviens quelqu'un qui comprend ses propres pensées. Cela génère une sécurité intérieure, une organisation mentale et une véritable sensation de contrôle sur ta propre vie. La troisième habitude, c'est la respiration consciente tout au long de la journée. Avant de réagir, avant de répondre, avant de décider. 3 respirations lentes et profondes. C'est tout. Ce petit geste interrompt l'impulsion automatique et te rend le contrôle. Respirer en pleine conscience sous la douche. Manger en étant présent. Marcher consciemment. Travailler avec concentration. Ces moments construisent une stabilité intérieure. Et quand l'esprit se stabilise, la paix apparaît. Pas cette paix fragile qui dépend du fait que tout se passe bien, mais la paix solide de celui qui sait se maîtriser même quand le monde provoque. Dès les premières semaines, tu commences à moins réagir et à davantage choisir. Le stress perd de sa force, les conflits diminuent, les décisions s'améliorent. Tu commences à sentir que tu es aux commandes de ton esprit,
au lieu d'être entraîné par lui. Et cela change complètement la manière dont tu fais face aux défis, aux pressions et aux problèmes du quotidien. La présence n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. C'est agir avec clarté, c'est choisir en conscience. C'est ne pas être esclave de ses propres émotions. Et plus tu entraînes la présence, la concentration, la discipline émotionnelle et l'autocontrôle, plus tu deviens fort à l'intérieur. Tout ce que tu as travaillé tout au long de cette vidéo construit une base que presque personne n'a aujourd'hui. Un esprit qui supporte la pression sans exploser, qui traverse les chutes sans abandonner, qui transforme la difficulté en apprentissage, qui agit avec clarté même quand l'émotion crie plus fort. Tu cesses de vivre dans l'improvisation émotionnelle. Tu gagnes une direction, tu gagnes du contrôle, tu gagnes de la constance. La force mentale que les stoïciens enseignaient n'était pas de vivre sans problème, c'était de vivre préparé à n'importe quel problème. C'est exactement ce que tu construis maintenant. Un esprit entraîné à rester ferme quand la vie se resserre. Un esprit qui ne fuit pas l'inconfort, ne se perd pas dans la confusion, ne se brise pas sous la pression. À partir d'aujourd'hui, chaque défi cesse d'être une menace et devient un renforcement. Chaque situation difficile cesse de t'affaiblir et commence à te façonner. Et plus tu appliques ces principes au quotidien, plus tu deviens inébranlable à l'intérieur. Alors, adopte cette nouvelle posture dès maintenant. Laisse dans les commentaires « Je choisis d'agir avec calme et présence ». Parce qu'à chaque fois que tu gouvernes ton esprit au lieu d'être dominé par lui, tu cesses d'être fragile. As-tu déjà remarqué que bien souvent, c'est précisément lorsque tu arrêtes d'essayer de tout contrôler que la vie commence à se réorganiser toute seule. Les conversations deviennent plus légères. Les décisions cessent de ressembler à un labyrinthe. Le poids mental diminue. Et même les bonnes personnes semblent apparaître au moment exact. Et le plus curieux, c'est que cela arrive rarement après une grande conquête extérieure. Cela arrive après que ton esprit se soit enfin apaisé. Mais pourquoi cela se produit-il? Les stoïciens croyaient que le monde extérieur reflète souvent l'état intérieur de notre esprit. En d'autres termes, ce qui semble bloqué dans ta vie n'est peut-être pas empêché par le monde, mais par un état intérieur de tension, de précipitation ou de conflit que tu ne remarques même pas. Parce qu'un esprit en guerre crée de la résistance dans tout ce qu'il touche. Il transforme l'attente en anxiété, le silence en insécurité et l'incertitude en peur. Mais quand quelque chose à l'intérieur de toi finit enfin par se calmer, c'est comme si la vie recommençait à ouvrir de l'espace. Des changements commencent à apparaître, subtils, presque invisibles, mais capables de transformer complètement la manière dont le monde se comporte face à toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 changements intérieurs qui se produisent lorsque ton esprit abandonne l'état de conflit pour entrer dans la clarté. 5 mouvements intérieurs qui paraissent petits, mais qui transforment ta relation avec la vie, avec les autres et avec toi-même. Et peut-être qu'à la fin de ce voyage, tu réaliseras quelque chose qui peut complètement changer ta manière de vivre. Peut-être que ce que tu as le plus cherché pendant des années n'a jamais eu besoin d'une force désespérée. Peut-être que cela attendait simplement le moment où tu arrêterais enfin de lutter contre toi-même. Alors respire profondément, relâche le poids que tu n'as pas besoin de porter maintenant, et viens avec moi pour la première leçon. Leçon 1. Votre esprit cesse de lutter contre la réalité. Il existe une usure silencieuse que la plupart des gens portent sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas la fatigue de trop travailler, ce n'est pas le poids des responsabilités du quotidien. C'est quelque chose de plus profond et de plus invisible que ça. C'est l'effort constant de résister à ce qui est. L'esprit humain a une tendance presque automatique à rejeter la réalité quand elle ne correspond pas à ce que nous avions imaginé. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand une situation dure plus longtemps que ce que nous pouvons supporter. Quand la vie suit un chemin différent de celui que nous avions imaginé, l'esprit entre en mode combat. Et ce combat ne change rien dans le monde extérieur, mais il consume tout dans le monde intérieur. Les stoïciens ont observé qu'une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas des circonstances elles-mêmes, mais du refus de les accepter. L'esprit crée une version parallèle de la réalité, celle qui aurait dû arriver, et commence à vivre dans un conflit permanent entre ce qui est et ce qu'il insiste à croire qui aurait dû être. C'est comme se disputer avec la pluie parce qu'elle vous mouille. La pluie ne va pas s'arrêter. Mais vous sortirez de cette dispute bien plus épuisé que si vous aviez simplement cherché un abri. Ce conflit a un coût immense. Il occupe un espace mental qui pourrait être utilisé pour voir des solutions. Il consomme une énergie qui pourrait être dirigée vers une action réelle. Il maintient la personne enfermée dans une boucle de frustration où le problème n'est pas la situation elle-même, mais la résistance intérieure face à elle. Et le plus important, pendant que l'esprit est en lutte, il n'arrive plus à percevoir ce qui est disponible dans le moment présent. Les opportunités existent, les issues existent, les personnes qui pourraient t'aider existent, mais un esprit en conflit n'arrive pas à voir tout cela avec clarté, parce qu'il est bien trop occupé à essayer de changer ce qui est déjà arrivé, ou à contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Un esprit en guerre est un esprit aveugle, et un esprit aveugle ne reconnaît pas une porte ouverte, même lorsqu'il passe devant elle. Quand vous vous apaisez, quelque chose de fondamental change.
L'esprit cesse de gaspiller de l'énergie à résister et commence à utiliser cette même énergie pour percevoir, pour observer, pour trouver ce qui était auparavant invisible, parce que vous n'aviez pas l'espace intérieur nécessaire pour le voir. Accepter la réalité ne signifie pas être d'accord avec elle. Cela ne signifie pas abandonner l'idée de changer ce qui peut être changé. Cela signifie arrêter de gaspiller sa force intérieure en luttant contre ce qui est déjà un fait. Et quand cette lutte cesse, une clarté apparaît. Pas de manière dramatique, pas de manière immédiate, mais de manière constante et profonde. Vous commencez à agir depuis un endroit différent, non plus depuis le désespoir de celui qui a besoin de forcer les résultats, mais depuis la lucidité de celui qui voit le chemin avec plus de netteté. Et c'est exactement à ce moment-là que les choses commencent à bouger. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de lutter contre lui et que vous avez enfin commencé à travailler avec lui. Et c'est à cet instant qu'une chose presque déconcertante se produit. Ce que vous poursuiviez commence à se rapprocher. Ce qui semblait lointain apparaît sur votre chemin. Les portes qui semblaient fermées n'ont été ouvertes par personne. Elles ont toujours été déverrouillées, attendant simplement que vous arrêtiez de les pousser avec autant de force. Leçon 2. Votre énergie commence à ouvrir des portes, et non à les fermer. Les stoïciens avaient déjà remarqué quelque chose de curieux. Les gens communiquent bien avant d'ouvrir la bouche. Ce que nous portons à l'intérieur finit toujours par s'échapper d'une certaine manière, traverse l'atmosphère, atteint l'autre sans avoir besoin de mots. Personne ne parle vraiment de ça ouvertement. Mais presque tout le monde a déjà ressenti cette sensation d'être près de quelqu'un qui, même sans rien dire de mauvais, transmet une tension qui met mal à l'aise, une agitation qui épuise, un besoin constant qui étouffe. Vous ne savez pas expliquer exactement ce que c'est, mais quelque chose dans cette présence vous donne envie de prendre de la distance. Maintenant, pensez à l'inverse. Pensez à quelqu'un dont la présence apporte du calme, quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui n'a pas besoin de remplir le silence, qui n'a pas besoin d'être validé à chaque instant. Être près de cette personne semble léger, et naturellement vous avez envie de rester à ses côtés. La différence entre ces deux expériences ne se trouve pas dans ce que les gens disent. Elle se trouve dans l'état intérieur qu'ils portent en eux. Les stoïciens comprenaient que les êtres humains communiquent à des niveaux bien plus profonds que les mots. Il existe un langage qui vient avant la parole, avant même le raisonnement, et que l'autre perçoit de manière presque instinctive. Et ce langage est fait d'état intérieur, de ce que vous êtes réellement et non de ce que vous essayez de paraître. Sénèque disait déjà que vivre avec quelqu'un, c'est avant tout vivre avec ce que cette personne cultive à l'intérieur d'elle-même, et que personne n'échappe à ce qu'il porte en lui, aussi bien caché que cela puisse sembler. Quand une personne vit dans une tension constante, dans un désespoir silencieux, dans un besoin non résolu, elle dégage quelque chose que les autres perçoivent avant même qu'un seul mot soit prononcé. Et cette chose, la plupart du temps, déclenche chez les autres un mécanisme de distance, non par méchanceté, mais par instinct de préservation. Les bonnes personnes, celles qui ont de l'équilibre, de la clarté, quelque chose de sincère à offrir, ont tendance à s'éloigner des champs de tension, non parce qu'elles sont froides ou insensibles, mais parce que l'état d'urgence et de besoin de l'autre crée une dynamique qui épuise au lieu de construire. C'est comme s'approcher d'un feu qui réchauffe, mais qui en même temps consume tout ce qui s'en approche. Par instinct, ceux qui ont quelque chose à offrir reculent, et ceux qui restent sont souvent précisément ceux qui brûlent eux aussi de l'intérieur. Et c'est là qu'arrive quelque chose de cruel et de paradoxal. Plus vous avez besoin de connexion, plus l'énergie de ce besoin éloigne justement ceux qui pourraient vous offrir quelque chose de vrai. Et les personnes qui restent sont souvent celles qui se nourrissent de cette dynamique de dépendance, et non celles qui vous feraient grandir. Les stoïciens avaient une grande clarté là-dessus. Ils disaient que la première tâche de celui qui souhaite de bonne compagnie est de devenir avant tout une bonne compagnie pour lui-même. Parce que personne n'attire du monde extérieur ce qu'il n'a pas encore cultivé dans sa propre maison intérieure. Quand vous vous apaisez, ce champ change complètement. Vous cessez de chercher chez les autres ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Vous cessez d'entrer dans les relations avec l'énergie de quelqu'un qui a besoin d'être complété. Vous cessez de vous approcher des autres, en portant le poids invisible de l'urgence et des attentes. Et quand cela arrive, quelque chose de surprenant commence à se manifester. Les bonnes personnes se rapprochent. Non parce que vous avez fait quelque chose de différent stratégiquement, non parce que vous avez changé votre manière de vous présenter ou appris une technique de communication, mais parce que le champ que vous projetez a changé, et que des champs semblables s'attirent naturellement, presque inévitablement. En psychologie, il existe le concept d'individuation, le processus qui consiste à devenir entier à l'intérieur de soi, à intégrer les parties de soi-même qui étaient cachées ou réprimées. Et l'une des conséquences de ce processus est précisément celle-ci. Quand vous devenez plus entier intérieurement, vous attirez des personnes qui possèdent elles aussi cette complétude. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Quand ce que vous ressentez à l'intérieur commence à correspondre à ce que vous projetez à l'extérieur, vous cessez d'attirer ce dont vous aviez besoin pour remplir un vide, et vous commencez à attirer ce qui résonne avec ce que vous êtes réellement. Marc Aurèle a écrit que l'âme de chacun se colore de la teinte de ses pensées.
Et c'est précisément cette couleur, invisible aux yeux, mais évidente à la perception, qui détermine qui reste près de vous et qui s'éloigne. Et cette différence change tout, parce que les relations qui naissent depuis cet endroit ne sont pas construites sur le besoin, elles sont construites sur une véritable affinité. Et ce sont les seules qui restent vraiment. Souvenez-vous-en, tout ce qui naît du manque finit par se défaire lorsque ce manque disparaît. Mais tout ce qui naît de la complétude demeure, justement parce que cela ne dépendait de rien pour exister. Leçon 3. Vous commencez à voir ce qui vous échappait avant. Il existe un langage que la vie utilise en permanence, mais que très peu de personnes parviennent à déchiffrer. Il ne se trouve pas dans les grands événements, ni dans les tournants évidents. Il se cache dans les détails, dans les petits signes qui apparaissent chaque jour et qui passent inaperçus pour une seule raison. La plupart des gens sont trop occupés, trop anxieux, trop accélérés pour les reconnaître. Le psychologue Carl Jung a donné un nom à un phénomène que beaucoup de personnes ont déjà vécu, sans savoir comment l'appeler. Il parlait de synchronicité. Cette expérience où des événements qui semblent n'avoir aucun lien logique entre eux arrivent ensemble d'une manière qui ne ressemble pas à une coïncidence. Une conversation qui arrive exactement au moment où vous aviez besoin de cette information. Une porte qui s'ouvre juste après que vous avez arrêté de frapper à une autre. Une idée qui surgit de nulle part et qui change complètement la direction de quelque chose d'important. Ces moments existent dans la vie de presque tout le monde, mais tout le monde ne les remarque pas. Et la raison est simple, quand l'esprit fonctionne en mode urgence, il filtre la réalité de manière très sélective. Il ne voit que ce qui confirme le problème, ce qui nourrit la peur, ce qui renforce la sensation que les choses ne fonctionnent pas. Tout le reste passe inaperçu. Non pas parce que cela n'existe pas, mais parce qu'un esprit tendu n'a plus d'espace pour capter ce qui se trouve en dehors du centre de son inquiétude. C'est comme essayer d'entendre une musique délicate au milieu d'un bruit assourdissant. Le son existe, mais vous n'arrivez pas à l'entendre. Et la vie, la plupart du temps, parle justement sur cette fréquence plus basse, celle que seuls peuvent percevoir ceux qui sont prêts à faire du silence, à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand vous vous apaisez, le bruit intérieur commence à diminuer. Et alors, quelque chose d'étrange commence à se produire. Vous commencez à remarquer des choses qui ont toujours été là. Une phrase que quelqu'un prononce au détour d'une conversation, et qui répond exactement à un doute que vous portiez depuis longtemps. Une rencontre qui semble anodine, mais qui ouvre une possibilité que vous n'arriviez pas à voir auparavant. Une sensation intérieure qui indique une direction que votre esprit accéléré n'aurait jamais envisagée. Un nom qui revient dans votre tête sans raison apparente, et qui, quelques jours plus tard, se révèle être exactement la bonne personne pour le moment que vous êtes en train de vivre. La psyché humaine possède une capacité naturelle d'orientation, une sorte de boussole intérieure qui pointe vers ce qui est réellement important, vers ce qui est aligné avec qui vous êtes profondément, et avec ce dont vous avez sincèrement besoin. Mais cette boussole ne fonctionne que lorsqu'il y a assez de silence pour pouvoir l'écouter. Le problème n'est pas que les signes n'existent pas. Le problème, c'est le niveau de bruit intérieur qui vous empêche de les percevoir. Et ce bruit porte un nom. Il s'appelle anxiété, précipitation, besoin de contrôle, peur de se tromper, besoin d'avoir des certitudes avant de faire le moindre pas. Tout cela réuni crée une couche épaisse entre vous et votre propre perception. C'est comme essayer de voir le fond d'un lac alors que l'eau est encore agitée. Peu importe à quel point vous vous approchez, peu importe les efforts que vous faites pour regarder, rien ne se révèle. Ce n'est que lorsque les vagues se calment que le fond apparaît net, comme il l'a toujours été. Quand cette couche commence à se dissoudre, quelque chose change dans votre manière de vous relier à ce qui se passe autour de vous. Vous cessez de voir les événements de votre vie comme des obstacles ou comme des coïncidences sans aucun sens, et vous commencez à percevoir des schémas, des connexions, des directions, non pas d'une manière mystique, mais d'une manière humaine, parce qu'un esprit calme est un esprit qui perçoit davantage, qui interprète mieux, qui sait distinguer ce qui est du bruit de ce qui est un signal. Et lorsque vous commencez à suivre ces signaux, la vie ne devient pas forcément plus facile, mais elle devient plus claire. Et la clarté, bien souvent, c'est tout ce dont vous aviez besoin pour commencer à avancer dans la bonne direction. Parce que le chemin n'a jamais été le problème. Le chemin a toujours été devant vous. Ce qui manquait, c'était le silence nécessaire pour le reconnaître lorsqu'il se présenterait. Leçon 4. Les opportunités commencent à apparaître plus naturellement. Les stoïciens observaient que l'homme anxieux est, la plupart du temps, celui qui s'éloigne le plus de ce qu'il poursuit. Plus il serre, moins il obtient. Plus il force, plus le chemin semble résister. Et même si cette vérité est ancienne, elle continue d'être ignorée, parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup croient que les opportunités se conquièrent par la force, que celui qui court le plus, insiste le plus, pousse le plus, est celui qui obtient le plus. L'effort et la persévérance sont réels, ils sont nécessaires. Mais il existe un moment où l'excès de ces mêmes éléments commence à agir contre vous, d'une manière difficile à percevoir quand on est plongé dedans. Pense à la façon dont tu agis quand tu es désespéré d'obtenir un résultat. Ta manière de parler change, ta manière de prendre des décisions change.
La manière dont tu te présentes dans une conversation, dans une négociation, dans une opportunité, change aussi. Il y a une pression derrière chacun de tes mouvements, que l'autre ressent, même s'il ne sait pas vraiment la nommer. Et cette pression, la plupart du temps, finit précisément par compromettre ce que tu essayais de conquérir. C'est comme serrer du sable dans sa main en essayant de le retenir. Plus tu forces, plus il s'échappe entre tes doigts. Et quand tu ouvres enfin la main, tu te rends compte que ce qu'il reste est exactement ce qui aurait pu rester depuis le début, si tu avais tenu avec plus de légèreté. L'esprit humain, lorsqu'il est dans un état de compulsion, de besoin intense d'un résultat précis, a tendance à se fermer à tout ce qui se trouve en dehors de ce point de fixation. Un esprit désespéré n'explore pas. Il insiste, il ne voit plus les chemins alternatifs. Il force le chemin qu'il a déjà choisi. Et bien souvent, le meilleur chemin était juste à côté, invisible, parce que tu regardais un seul point avec trop d'intensité. Épictète avait déjà dit, des siècles auparavant, quelque chose de très proche, que l'homme libre est celui qui désire uniquement ce qui dépend de lui, et qui accepte avec sérénité tout le reste. Parce que c'est précisément quand nous arrêtons d'exiger un résultat précis que ce résultat commence à trouver de l'espace pour exister. Les opportunités arrivent rarement par le chemin que tu avais prévu. Elles arrivent à travers une conversation banale que tu as failli ne pas avoir, une petite décision qui semblait insignifiante, un détour qui paraissait être un problème, mais qui a ouvert une porte que le chemin initial ne t'aurait jamais montrée. Et pour remarquer ces ouvertures, tu as besoin d'un état intérieur qui te permette de voir au-delà de ce que tu attendais déjà. Cet état, c'est le calme. Non pas le calme de celui qui ne veut rien, mais le calme de celui qui désire avec clarté, sans désespoir. Le calme de celui qui agit avec intention, sans devenir prisonnier d'un seul résultat. Le calme de celui qui fait confiance au chemin, même lorsqu'il ne parvient pas encore à le voir complètement. Quand tu atteins cet état, ta manière d'avancer dans le monde change subtilement, mais profondément. Tu commences à prendre des décisions depuis un endroit plus lucide. Tes conversations prennent une autre qualité, parce que tu n'essaies plus d'extraire quelque chose de chaque interaction. Tu deviens réellement présent. Et la vraie présence est l'une des choses les plus rares et les plus magnétiques qui existent, et les gens le ressentent. Ceux qui ont quelque chose de précieux à offrir, qu'il s'agisse d'un partenariat, d'une recommandation, d'une idée, d'une porte qu'ils peuvent ouvrir, ont tendance à vouloir ouvrir ces possibilités à quelqu'un qui se trouve dans un état de clarté et d'équilibre, pas à quelqu'un qui est paniqué, fermé sur lui-même, en train d'essayer de forcer un résultat. Cela ne signifie pas que les opportunités tombent du ciel quand tu te calmes. Cela signifie que tu commences à les voir là où auparavant tu ne les voyais pas, à les attirer par la qualité de ta présence et à les reconnaître quand elles apparaissent, au lieu de les laisser passer. Parce qu'elles ne sont pas arrivées sous la forme que tu attendais, voilà l'importance de devenir réceptif sans devenir passif. Il existe une énorme différence entre agir avec clarté et réagir avec désespoir, entre avancer vers ce que tu veux et pousser frénétiquement dans l'espoir que quelque chose finisse par céder. Quand cette différence s'installe en toi, le rythme de ta vie change. Marc Aurèle écrivait dans ses réflexions que ce qui est fait dans la précipitation est rarement fait avec sagesse, et que l'homme prudent n'est pas celui qui agit moins, mais celui qui agit au bon moment, avec la juste mesure, sans se laisser emporter par l'urgence qui habite sa poitrine. Les choses commencent à devenir plus fluides, non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que tu as arrêté de créer des frictions là où il n'y avait pas besoin d'en avoir. Et quand les frictions disparaissent, ce qui demandait auparavant un effort démesuré commence à avancer avec une facilité presque suspecte. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est simplement le résultat naturel de quelqu'un qui a enfin compris que forcer et conquérir ne vont pas toujours ensemble, et que, bien souvent, c'est la légèreté, et non la force, qui ouvre ce qui était fermé. Leçon 5. La vie commence à s'écouler dans la direction qui est réellement la vôtre. Les stoïciens disaient que bien vivre, c'est vivre en accord avec sa propre nature, et que la plus grande erreur d'un homme n'est pas d'échouer face au monde, mais d'échouer face à lui-même, en choisissant un chemin qui n'a jamais été véritablement le sien. Il existe une différence entre la vie que vous avez construite, en essayant de répondre aux attentes du monde, et la vie qui émerge lorsque vous cessez enfin de fuir qui vous êtes vraiment. Cette différence n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, celui qui a déjà vécu ces deux états sait exactement de quoi il s'agit. Une vie construite de l'extérieur vers l'intérieur possède une caractéristique très précise. Même lorsque les réussites s'accumulent, même lorsque les objectifs sont atteints, il reste une sensation persistante que quelque chose ne s'emboîte pas vraiment. Un inconfort subtil qui n'a pas de nom clair, mais qui est toujours présent, comme si vous viviez une histoire qui n'est pas complètement la vôtre. Sénèque a écrit, dans l'une de ses lettres, que beaucoup passent leur vie entière à se préparer à vivre sans jamais réellement commencer. Et que c'est peut-être là la forme la plus discrète de tragédie humaine, passer des années à suivre le scénario de quelqu'un d'autre, avec l'impression que son propre scénario pourra toujours être écrit plus tard. Chaque personne porte en elle une nature qui lui est propre,
une manière spécifique d'être et d'exister dans le monde qui lui appartient réellement. Et lorsque la vie d'une personne s'éloigne trop de cette nature, que ce soit à cause de la pression extérieure, de la peur, du besoin d'approbation ou de modèles hérités qui n'ont jamais été remis en question, un conflit intérieur apparaît, qu'aucune réussite extérieure ne parvient à résoudre. Ce conflit est silencieux, mais il épuise. Et tant qu'il existe, la vie a tendance à suivre des directions qui semblent justes selon les critères du monde, mais qui, intérieurement, génèrent une résistance constante. Vous forcez, vous insistez, vous accomplissez, et malgré cela, quelque chose ne trouve jamais le repos. C'est comme porter un vêtement qui n'est pas à votre taille. De l'extérieur, peut-être que personne ne le remarque, mais à l'intérieur, chaque mouvement dérange. Et aucun compliment ne change le fait qu'il n'a jamais été fait pour vous. Quand vous vous apaisez réellement, quelque chose de différent commence à se produire. Pas de manière immédiate, pas de manière dramatique, mais de manière constante et progressive. Vous commencez à percevoir ce qui compte vraiment pour vous, séparé de ce qu'on vous a dit qu'il fallait considérer comme important. Vous commencez à sentir la différence entre ce que vous voulez sincèrement et ce que l'on vous a conditionné à vouloir, entre le chemin qui est le vôtre et celui que vous avez suivi simplement parce que c'était ce qu'on attendait de vous. Marc Aurèle a écrit que chacun doit accomplir ce que sa propre nature demande, et non ce que la foule applaudit. Parce que l'approbation des autres disparaît avec le temps, mais la désobéissance envers soi-même laisse des marques qui durent toute une vie. Et à mesure que cette clarté grandit, vos choix changent. Pas forcément de façon radicale ou visible pour les autres, mais intérieurement, vous commencez à avancer depuis un endroit différent. Vos décisions commencent à avoir une cohérence qui vous manquait auparavant. Vous cessez de vous diviser entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez devoir ressentir, entre ce que vous voulez et ce que vous pensez devoir vouloir. Cette cohérence intérieure a un effet direct sur la manière dont la vie s'organise autour de vous. Quand vous êtes aligné avec ce qui vous appartient réellement, vous cessez de gaspiller votre énergie à maintenir une version de vous-même qui ne vous correspond pas. Et cette énergie libérée va enfin là où elle aurait toujours dû aller, vers les relations qui ont du sens, vers le travail qui possède une véritable signification, vers les choix qui construisent de quelque chose de vrai, au lieu de simplement construire quelque chose d'impressionnant. La psychologie moderne appelle ce mouvement l'individuation, le chemin qui consiste à devenir qui vous êtes réellement, et non la personne que le monde attendait que vous soyez. Et elle considère cela comme le mouvement le plus important qu'un être humain puisse accomplir au cours de sa vie, non pas parce que tout devient plus facile, mais parce que tout devient plus réel. Et il existe quelque chose de profondément apaisant dans le fait de vivre une vie qui est véritablement la vôtre, même avec les défis, même avec les incertitudes, même avec les moments difficiles. Parce que lorsque le chemin est réellement le vôtre, vous n'avez pas besoin de vous convaincre de continuer. Quelque chose à l'intérieur de vous, c'est simplement que c'est par là. C'est ce qui arrive lorsque vous cessez de forcer et commencez à vous laisser porter, non pas vers ce qui semblait juste pour les autres, mais vers ce qui a toujours été à vous. Et peut-être que c'est cela, le véritable sens de ce que l'univers vous offre lorsque vous vous apaisez. Non pas une vie différente de la vôtre, mais la vôtre, enfin. Celle qui attendait en silence de l'autre côté de tous les efforts que vous faisiez pour devenir quelqu'un d'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous reconnu quelque chose en vous dans au moins un de ces 5 mouvements. Peut-être avez-vous compris qu'une partie de la fatigue que vous portez ne vient pas du fait d'en faire trop peu, mais du fait de trop résister, de lutter contre la réalité, au lieu d'apprendre à avancer avec elle, de chercher chez les autres, et dans les réussites extérieures quelque chose qui ne peut être trouvé que lorsque vous vous arrêtez enfin pour regarder à l'intérieur de vous-même. Les stoïciens ont été les premiers à étudier l'être humain, non pas pour le rendre plus productif ou plus performant selon les critères du monde, mais pour l'aider à devenir plus entier, plus vrai, plus aligné avec ce qu'il est profondément. Et ce qu'ils ont découvert au fil de décennies d'observations profondes, c'est que la majorité des gens ne sont pas bloqués par le monde, ils sont bloqués par le conflit intérieur entre ce qu'ils sont et ce qu'ils essaient d'être, entre ce qu'ils veulent réellement et ce qu'ils pensent devoir vouloir, entre la vie qui leur appartient vraiment et la vie qu'ils ont construite pour impressionner les autres. Le calme dont il a été question dans cette vidéo n'est pas un état de passivité. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas arrêter d'agir. C'est l'état dans lequel votre esprit cesse de lutter contre lui-même et commence à travailler en votre faveur, dans lequel votre énergie cesse d'être gaspillée dans la résistance et commence à être dirigée avec clarté, dans lequel vous arrêtez de pousser la vie et commencez enfin à avancer avec son courant. Et lorsque cela arrive, les 5 changements que vous avez vus ici ne sont plus des conquêtes que vous devez atteindre. Ce sont les conséquences naturelles d'un seul mouvement intérieur, le mouvement qui consiste à cesser d'être votre propre obstacle. Tout ce qui est destiné à être à vous n'est pas bloqué par le monde. La plupart du temps, cela attend simplement que vous vous calmiez suffisamment pour laisser les choses arriver. Et peut-être que c'est le travail le plus important que vous puissiez faire maintenant. Pas plus d'efforts, pas plus de pression,
mais le courage silencieux de faire confiance au fait que lorsque vous devenez entier à l'intérieur, la vie finit par trouver le moyen de s'organiser à l'extérieur. Avez-vous déjà remarqué que plus vous courez après ce que vous désirez, plus cela semble vous échapper? C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus on serre fort, plus elle glisse entre les doigts. Nous vivons plongés dans un rythme qui valorise la précipitation, comme synonyme de compétence, où le monde nous convainc que chaque seconde perdue est une opportunité gâchée. Cette mentalité crée une tension invisible qui nous accompagne depuis le moment où nous ouvrons les yeux le matin jusqu'à l'instant où nous essayons, sans succès, d'éteindre notre esprit pour dormir. La sensation est celle d'être constamment en dette envers son propre temps, comme si la vie était une course contre une horloge invisible et que chaque pause signifiait un échec. Mais il existe une vérité silencieuse, presque oubliée, qui contredit cette logique. Celle que le véritable pouvoir de transformer sa réalité ne réside pas dans la vitesse, mais dans la qualité du mouvement. Et que le calme n'est pas l'absence d'action, mais l'espace qui permet à cette action de devenir plus précise et plus consciente. Les stoïciens, les premiers explorateurs de l'âme humaine, nous rappellent que le monde extérieur n'est pas un décor indépendant de nous, mais le reflet de ce que nous portons à l'intérieur. Quand le chaos règne en nous, il finit inévitablement par se projeter à l'extérieur en déformant nos perceptions, nos décisions et nos relations. Marc Aurèle écrivait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font, et que changer le monde autour de soi commence toujours par changer le monde que l'on porte dans sa poitrine. C'est pour cela que, même face à des opportunités évidentes, nous nous sabotons souvent avec des choix précipités, des interprétations erronées ou des attentes irréalistes. Le calme, dans ce contexte, devient un acte révolutionnaire. En faisant taire le bruit intérieur, il réorganise notre manière de voir et d'interagir avec le monde. Cela ne signifie pas la stagnation, mais au contraire la création d'une base solide, d'un sol ferme, à partir duquel nous pouvons agir avec plus de clarté et d'intention. Tout comme un lac paisible reflète parfaitement le paysage qui l'entoure, un esprit serein est capable de refléter la réalité avec davantage de fidélité, permettant à nos actions d'être des réponses conscientes et non de simples réactions automatiques. Cette compréhension nous amène à réaliser que la course permanente, loin de nous rapprocher du succès, peut en réalité nous en éloigner. Quand tout devient urgent, nous perdons la capacité de distinguer ce qui est réellement important de ce qui n'est que du bruit. Le calme ouvre un espace pour cette distinction. Il nous donne le temps d'observer des schémas qui auparavant passaient inaperçus, de reconnaître les petites synchronicités qui orientent notre chemin et de cultiver la patience nécessaire pour laisser les choses mûrir. Parce que tout dans la vie ne peut pas être arraché par la force. Beaucoup de choses doivent naître en leur temps, comme des fruits qui mûrissent lentement sous le soleil. Le calme n'est pas seulement un outil pour mieux vivre, mais une condition fondamentale pour que nous puissions manifester ce que nous désirons réellement, non pas comme un acte d'imposition à la vie, mais comme un alignement profond avec son flux naturel. Lorsque nous prenons le temps d'observer, nous réalisons que la plupart de nos décisions quotidiennes ne sont pas le fruit d'une réflexion authentique, mais de conditionnements accumulés au fil des années. Nous avons grandi entourés de récits qui glorifient la précipitation et l'effort incessant comme des chemins inévitables vers l'accomplissement. Ce conditionnement crée un mécanisme intérieur qui associe le silence à l'improductivité et la pause à une perte de temps. Les stoïciens voyaient cela comme l'une des plus grandes prisons de l'être humain. Vivre à la merci d'habitudes qui n'ont jamais été choisies, mais simplement héritées. Et ils enseignaient que le premier pas vers toute liberté véritable consiste à examiner avec honnêteté tout ce que l'on fait en pilote automatique. Le calme agit comme une lentille qui ajuste la mise au point, permettant à des détails auparavant invisibles de devenir évidents et à des possibilités jusque-là ignorées d'être enfin reconnues. C'est dans cet intervalle, dans cette respiration, que les graines de nouvelles idées commencent à germer sans que nous ayons besoin de forcer leur croissance. Cet état de présence n'est pas quelque chose qui s'impose de l'extérieur vers l'intérieur. Il naît d'un changement dans la manière dont nous nous rapportons au temps et à nous-mêmes. Au lieu de traiter chaque instant comme une monnaie qui doit être dépensée rapidement pour produire un retour immédiat, nous commençons à le voir comme un terrain fertile qui demande des soins constants, mais aussi de la patience. La précipitation, au contraire, agit comme un vent violent qui, même s'il peut disperser des graines, finit souvent par les emporter vers des terres stériles. Le calme, lui, nous maintient enracinés dans le présent, permettant à chaque action d'être nourrie par la clarté du but. C'est à cet instant que le succès cesse d'être une destination lointaine, pour devenir une conséquence naturelle du fait de vivre aligné avec son propre rythme intérieur. C'est dans cet alignement que la vie commence à se réorganiser. Pourtant, le comprendre intellectuellement ne suffit pas. Il faut le vivre. Et vivre le calme dans un monde qui idolâtre la vitesse, c'est souvent nager à contre-courant. Les tentations de revenir au mode automatique sont constantes. Les délais qui se resserrent, les notifications qui clignotent, les attentes des autres qui semblent urgentes. Mais chaque fois que nous choisissons de respirer profondément avant de réagir, chaque fois que nous choisissons d'observer avant de décider,
nous entraînons notre esprit à habiter un espace intérieur plus stable. Cette stabilité ne nous éloigne pas du monde, au contraire. Elle nous rend plus capables d'y agir sans être engloutis par son rythme chaotique. C'est comme danser sur une musique rapide sans perdre le rythme, parce que nous avons appris à écouter en nous un tempo plus profond et plus constant qui guide chacun de nos pas avec assurance. À mesure que nous cultivons cette stabilité intérieure, nous commençons à remarquer quelque chose qui auparavant passait inaperçu. La vie répond différemment lorsque nous avançons à partir du calme. Les opportunités n'apparaissent pas seulement parce que nous les cherchons avec persévérance, mais parce que nous créons un état intérieur capable de les reconnaître et de les accueillir. Sénèque disait que la chance favorise l'esprit préparé, et que ce que beaucoup appellent le hasard n'est, presque toujours, que la rencontre entre une opportunité silencieuse et un homme suffisamment éveillé pour la reconnaître. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque nous cessons de forcer et commençons à suivre le flux. Des situations qui auparavant sembleraient être de simples coïncidences commencent à s'aligner d'une manière surprenante, comme si le chemin lui-même se réorganisait pour faciliter notre passage. Ce changement n'a rien de magique au sens fantaisiste du terme, il est profondément psychologique. En modifiant notre état de conscience, nous modifions notre manière d'interpréter et de répondre à ce qui nous arrive. Et cette nouvelle posture attire des résultats différents. Dans ce contexte, le calme se révèle non pas comme de l'inactivité, mais comme l'action la plus stratégique qui soit. En nous détachant de l'urgence de contrôler chaque détail, nous créons un espace permettant aux choses de se manifester d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir seuls. Cela ne signifie pas tomber dans la passivité, ou attendre que tout tombe du ciel, mais agir avec discernement, en choisissant les mouvements qui comptent réellement. C'est comme un maître d'échecs, qui ne se laisse pas emporter par la précipitation de capturer de petites pièces parce qu'il reste concentré sur le flux global de la partie. La précipitation est l'ennemi de la vision d'ensemble. Le calme, lui, nous donne la capacité de voir au-delà de l'immédiat. Et lorsque nous percevons l'échiquier de la vie avec plus de clarté, nos mouvements deviennent inévitablement plus précis. Mais ce changement exige un abandon conscient des anciennes habitudes mentales. Pendant des années, nous avons appris que la valeur de nos actions résidait dans le volume d'efforts et non dans leur précision. Le calme renverse cette logique, en montrant qu'un seul geste accompli au bon moment et avec une intention claire peut avoir plus d'impact qu'une centaine de mouvements précipités. C'est ici que la manifestation authentique se produit. Non pas parce que nous poussons la réalité avec force, mais parce que nous devenons tellement alignés avec ce que nous désirons que nos actions et notre état intérieur commencent à pointer dans la même direction. Cet alignement est silencieux, mais puissant. Il ne crie pas, il n'exige pas, il ne supplie pas. Il agit simplement au bon moment et le résultat, tôt ou tard, devient inévitable. Avec le temps, cette manière d'agir et de percevoir les choses commence à transformer non seulement nos résultats, mais aussi la qualité même de notre présence. Quand nous sommes absorbés par la précipitation, notre attention se fragmente. Une partie de nous reste dans ce qui vient de se passer, une autre dans ce qui n'est pas encore arrivé. Et presque rien ne demeure dans l'instant présent. Le calme, au contraire, rassemble ces parties dispersées et nous ancre dans le présent. Cet état de présence totale nous rend plus sensibles aux signes subtils que la vie envoie. Un détail dans une conversation, une intuition soudaine, une sensation corporelle qui indique le chemin à suivre. Les stoïciens comprenaient qu'à l'intérieur de chaque être humain existe une sorte de raison silencieuse, une voix intérieure qui sait ce qui est juste, même lorsque l'esprit agité insiste pour l'ignorer, et que cette voix ne devient audible que lorsque le bruit intérieur se tait. En apprenant à écouter ce dialogue intérieur, nous réalisons que beaucoup des réponses que nous cherchions dans le monde extérieur étaient déjà, d'une certaine manière, disponibles en nous. L'intuition, que beaucoup considèrent comme un don rare, se renforce naturellement lorsque l'esprit n'est pas surchargé de stimulation constante. Cette sensibilité n'est pas le fruit de la magie ou du hasard, mais de l'entraînement. Un entraînement silencieux de l'attention qui commence dans les petits choix. Désactiver les notifications pour terminer une tâche, observer sa respiration avant de répondre à une provocation. Consacrer quelques minutes chaque jour simplement à être avec soi-même, sans distraction. De petits gestes, répétés avec constance, commencent à redessiner notre manière de percevoir la réalité. Et à mesure que cette perception change, nos actions et nos résultats accompagnent cette transformation. Cette nouvelle posture nous apprend aussi à faire face à l'incertitude de manière plus saine. Au lieu de mener des batailles intérieures pour essayer d'anticiper et de contrôler chaque issue possible, nous commençons à accepter que ne pas avoir immédiatement toutes les réponses n'est pas un signe de faiblesse, mais une ouverture pour que quelque chose de plus grand puisse se révéler. Le calme nous permet de demeurer dans l'inconnu sans céder à la panique, en faisant confiance au fait que l'étape suivante deviendra claire au bon moment. Cette confiance n'est pas aveugle, elle se construit à partir d'expériences directes où nous réalisons encore et encore qu'agir avec sérénité produit des résultats plus harmonieux que réagir sous l'impulsion. Et plus nous vivons ces moments, plus la base intérieure qui soutient nos décisions devient solide. Cette confiance cultivée peu à peu nous conduit vers un territoire intérieur, où la manifestation des désirs et des objectifs cesse d'être un acte de lutte
pour devenir une conséquence naturelle de l'alignement. Quand l'esprit est calme, il cesse de projeter constamment la peur ou le manque dans l'avenir et commence à fonctionner à partir d'une sensation de plénitude dans le présent. Ce changement subtil modifie le type d'énergie que nous transmettons au monde. La vie ne répond pas seulement aux faits objectifs, mais aussi aux champs symboliques et émotionnels que nous créons autour de nous. Un désir qui naît de la peur porte en lui une tension qui repousse, alors qu'un désir qui naît du calme et de la confiance attire des situations compatibles, parce qu'il est soutenu par un champ intérieur de stabilité. C'est comme si le monde extérieur reflétait inévitablement le paysage que nous cultivons à l'intérieur de nous. Dans cet état, nous cessons d'essayer de contrôler les résultats de manière obsessionnelle. Au lieu de cela, nous dirigeons notre attention vers la qualité de ce que nous faisons dans le présent, sachant que c'est cette qualité, et non la quantité d'efforts bruts, qui façonne les fruits de demain. La précipitation produit des fruits verts, cueillis avant l'heure. Le calme permet qu'ils mûrissent naturellement, au bon moment. Cette compréhension nous libère de l'anxiété de vouloir réussir à tout prix, parce que nous comprenons que le véritable succès n'est pas un point fixe à atteindre, mais un mouvement continu soutenu par des choix cohérents. Quand nous agissons ainsi, nos décisions cessent d'être des impulsions réactives et se transforment en gestes délibérés, chargés d'intention. Avec le temps, la vie commence à répondre à ce nouveau schéma par des synchronicités plus fréquentes, des opportunités qui apparaissent au moment exact et des solutions créatives qui semblent surgir de nulle part. Mais en réalité, rien de tout cela ne vient de nulle part. Tout cela vient de l'espace intérieur que nous créons en permettant au calme de devenir la base de nos actions. C'est à ce moment-là que nous comprenons, de manière vécue, que nous n'avons pas besoin de courir après tout. Souvent, il suffit simplement d'être au bon endroit, dans le bon état intérieur, pour que ce qui nous appartient nous trouve. Et c'est dans cette rencontre sereine et inévitable que nous réalisons que le succès n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose qui émerge lorsque nous sommes profondément présents et alignés avec nous-mêmes. En réalisant que la vie répond de manière plus harmonieuse lorsque notre base est le calme, nous commençons à comprendre que cette posture n'est pas seulement utile pour manifester des objectifs extérieurs, mais aussi pour nous transformer intérieurement. La véritable manifestation n'est pas seulement le fait d'amener quelque chose du plan mental vers la réalité physique, mais d'intégrer les parties cachées de nous-mêmes en permettant à tout notre potentiel de s'exprimer. Dans ce sens, chaque défi que nous rencontrons cesse d'être seulement un obstacle et devient une opportunité de connaissance de soi. Au lieu de réagir avec résistance ou peur, nous regardons ces expériences avec la curiosité de quelqu'un qui sait qu'il y a là quelque chose à apprendre. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même, et que ce qui semblait empêcher la marche est, bien souvent, précisément ce qui apprend à l'homme à mieux marcher. Le calme nous donne cette capacité d'observer sans nous confondre avec le problème, en maintenant un point d'équilibre même au milieu des tempêtes. Cette perspective nous éloigne du piège qui consiste à croire que le bonheur se trouve toujours dans un point futur, après avoir obtenu quelque chose de spécifique. Le calme nous invite à comprendre que la valeur de chaque instant ne dépend pas du fait d'être prêt ou d'avoir tout résolu, mais de la manière dont nous nous relions à cet instant. Cela change complètement notre façon d'expérimenter le temps. Le présent cesse d'être seulement un couloir étroit que nous devons traverser pour atteindre un futur idéalisé et devient l'endroit même où la vie se déroule. Paradoxalement, lorsque nous sommes pleinement dans le présent, les chemins vers l'avenir s'ouvrent avec plus de clarté et de fluidité, parce que notre vision n'est pas obscurcie par l'anxiété de vouloir être ailleurs. Ainsi, la recherche du succès se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond et de moins épuisant. Il ne s'agit plus d'accumuler des trophées ou de prouver quelque chose aux autres, mais de vivre d'une manière tellement cohérente avec ce que nous sommes réellement que le succès devient presque un sous-produit inévitable. Cette cohérence crée une forme de force qui n'a pas besoin d'être exhibée ni défendue parce qu'elle se soutient toute seule. C'est une force silencieuse qui s'exprime dans la sérénité de nos choix et dans la manière dont nous faisons face aussi bien aux victoires qu'aux revers. Quand nous vivons ainsi, nous comprenons que ce qui compte réellement n'est pas seulement d'arriver à destination, mais la manière dont nous marchons jusqu'à elle. Et dans cette marche, le calme est la boussole qui maintient notre direction stable, même lorsque les routes semblent changer. À mesure que ce calme s'enracine, il devient possible d'affronter les inévitables adversités de la vie avec une résilience qui n'est pas une simple résistance, mais une réponse consciente et sereine. L'équilibre intérieur est la base qui nous permet de traverser les tempêtes sans nous briser intérieurement. Parce que lorsque nous sommes calmes, nous ne sommes pas dominés par les émotions, mais capables de les reconnaître, de les accueillir et d'agir avec clarté. Cette maturité émotionnelle, loin d'être un rejet des sentiments, est un état dans lequel nous pouvons ressentir profondément sans être emportés par eux. Le silence intérieur devient un refuge et un atelier où les parties fragmentées de notre âme peuvent être soignées et intégrées, laissant de l'espace pour que la véritable force, celle qui soutient et transforme, grandisse naturellement. Cette force ne se manifeste pas dans des explosions,
mais dans la fermeté qui nous permet de prendre des décisions alignées, même lorsque le chaos semble régner autour de nous. Le calme n'est pas synonyme de passivité, mais la posture active du guerrier qui sait quand avancer et quand reculer, qui connaît son propre rythme et respecte le processus de maturation intérieure. Épictète disait que l'homme véritablement fort n'est pas celui qui remporte des batailles extérieures, mais celui qui a appris à se gouverner lui-même, et qu'aucun ennemi n'est plus difficile à vaincre que sa propre précipitation, que sa propre peur, que cette voix intérieure qui insiste pour accélérer ce qui a son propre temps. Les stoïciens appelaient ce chemin un retour à sa propre nature, le mouvement qui consiste à devenir complet en reconnaissant, en acceptant et en harmonisant toutes les parties de nous-mêmes, y compris les plus sombres ou les plus rejetées. Et dans ce processus, le calme est la terre fertile où cette transformation se produit avec profondeur et permanence, parce que sans lui, tout changement risque d'être superficiel, éphémère, dépendant de facteurs extérieurs. En cultivant cette sérénité, nous devenons non seulement plus efficaces dans nos actions, mais aussi plus compatissants envers nous-mêmes et envers les autres. Le calme nous apporte la capacité d'écouter sans juger, de répondre au lieu de réagir, et de construire des relations plus authentiques et durables. Au fond, il nous reconnecte à notre essence la plus vraie, celle qui n'a besoin de rien prouver, ni de rivaliser pour exister, mais qui est simplement entière, pleine et en paix. Et c'est précisément cette présence intègre qui attire une forme de succès qui n'est ni passagère ni superficielle, mais qui résonne dans tous les domaines de la vie, en apportant accomplissement, équilibre et sens. Comprendre que le calme n'est ni un luxe ni une concession, mais une nécessité fondamentale pour celui qui désire vivre avec authenticité et accomplissement. Dans un monde qui célèbre la vitesse, la productivité incessante et la pression constante, choisir le calme est un acte de courage et de sagesse. Les stoïciens nous ont laissé la compréhension que la véritable transformation se produit de l'intérieur vers l'extérieur, et que cette transformation exige de la patience, de la présence et un silence attentif. Ce n'est pas dans le bruit des conquêtes extérieures que nous trouvons notre essence, mais dans la tranquillité, où l'âme peut enfin s'exprimer sans masque ni défense. Cette tranquillité nous reconnecte à la totalité de ce que nous sommes, à nos ombres et à nos lumières, à nos peurs et à nos espoirs, à nos erreurs et à nos apprentissages. En nous permettant cette pause, nous découvrons que le succès, le bonheur et la clarté mentale ne sont pas des destinations lointaines, mais des états qui émergent naturellement lorsque nous cessons de lutter contre le temps et commençons à danser avec lui. Le calme ne nous retire pas du jeu de la vie. Il nous met en harmonie avec son véritable rythme, permettant que chaque pas soit donné avec intention, présence et sens. C'est dans cet alignement que nous trouvons la force de continuer même face aux difficultés, la sérénité de célébrer chaque victoire sans attachement et la sagesse de reconnaître que le voyage est aussi important que la destination. Les stoïciens nous invitent à un chemin de retour vers nous-mêmes, où la connaissance de soi et l'acceptation sont les clés d'une vie pleine. Et ainsi, le calme cesse d'être une simple pause pour devenir la terre où germent nos plus grands potentiels, où la transformation intérieure se traduit en réalisation extérieure et où le véritable succès se révèle non comme un point final, mais comme une danse constante entre l'être et l'agir. Puissions-nous alors cultiver ce calme dans notre quotidien, en nous rappelant que bien souvent, le pas le plus puissant n'est pas celui qui avance rapidement, mais celui qui demeure ferme, serein et intègre dans le moment présent. Parce que tout ce qui est à toi, tout ce qui a réellement été fait pour toi n'a pas besoin d'être poursuivi. Cela a seulement besoin d'être accueilli. Et l'univers, cet ancien allié des hommes sereins, trouve toujours un chemin pour remettre ce qui t'appartient, au moment exact où tu te calmes enfin suffisamment pour le laisser arriver. Si cette vidéo a apporté du calme à ton intérieur, écris dans les commentaires « Je fais confiance à mon temps ». Est-ce que tu as déjà ressenti que ton plus grand ennemi n'est pas dans les situations de la vie, mais à l'intérieur de ta propre tête, tu veux avancer, mais les pensées négatives apparaissent, la peur serre la poitrine, le doute paralyse, et ce qui était simple devient lourd. Une mauvaise pensée en entraîne une autre. Une inquiétude devient de l'anxiété. L'anxiété devient de l'insécurité. L'insécurité te bloque. Et quand tu t'en rends compte, ce n'est pas la vie qui t'a arrêté. C'est ton propre esprit. La majorité des gens vivent en croyant tout ce qu'ils pensent. Chaque peur devient une vérité. Chaque doute devient une limite. Mais il existe quelque chose de puissant que presque personne n'apprend. Une pensée n'est pas un ordre. Tu n'as pas besoin d'obéir à tout ce qui passe dans ta tête. Quand tu apprends à observer, à remettre en question et à choisir tes pensées, tu reprends le contrôle de ta vie. Les stoïciens l'enseignaient déjà il y a des siècles. Tu ne contrôles pas ce qui surgit dans l'esprit, mais tu contrôles la façon dont tu y réponds. Et cette compétence change tout. Aujourd'hui, je vais te montrer des pratiques simples et directes pour briser le cycle des pensées négatives au moment même où elles apparaissent, retrouver ta clarté et recommencer à agir avec force. Si ton esprit t'a saboté jusqu'à aujourd'hui, cette vidéo peut être le début de ton tournant. Si tu appliques ces pratiques stoïciennes,
Dans les prochains jours, tu renforceras ton contrôle émotionnel. Tu deviendras plus conscient, plus sûr de toi, avec plus d'énergie pour agir. À partir de maintenant, tu vas apprendre à diriger ton esprit et non plus à être dirigé par lui. Pratique 1. Laisse ton esprit léger. Imagine un instant que ton esprit est comme un sac à dos sur tes épaules toute la journée. À chaque pensée négative, tu ajoutes un poids de plus à l'intérieur. Une inquiétude devient une pierre. Un souvenir douloureux en devient une autre. Une peur constante devient une charge supplémentaire. Et tant que tu ne t'arrêtes pas pour organiser, le sac devient de plus en plus lourd, jusqu'à ce que les choses simples de la vie commencent à sembler trop difficiles. La plupart des gens vivent ainsi, avec l'esprit toujours rempli, toujours bruyant, toujours fatigué. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de leur propre tête. Et c'est là qu'apparaît une vérité, simple, directe et impossible à ignorer. Un esprit troublé crée toujours une vie troublée. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Le psychologue William James affirmait que la plus grande découverte de sa génération était de comprendre que l'être humain peut changer sa vie en changeant sa façon de penser. Chaque pensée répétée devient une habitude mentale. Et toute habitude mentale finit par façonner tes décisions, ton comportement, ton caractère et au final, ton destin. Le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives, c'est humain. Le problème n'est pas de les questionner. Le problème est de les laisser se répéter sans filtre, comme si elles étaient des vérités absolues. C'est là que commence l'usure intérieure. Tu te mets trop de pression, tu te diminues intérieurement, tu revis d'anciennes erreurs, tu imagines des scénarios négatifs qui ne se sont jamais produits, tu te parles avec dureté, tu t'exiges plus que ce que tu peux donner, tu te juges avec des mots que tu n'utiliserais jamais avec quelqu'un que tu aimes. Pense à cela. Si quelqu'un te parlait de la façon dont tu te parles à toi-même, combien de temps cette personne tiendrait-elle? C'est là qu'intervient la discipline stoïcienne. Organiser son esprit n'est pas lutter contre lui. Ce n'est pas se battre contre les pensées, ni faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est observer avec calme. Quand une pensée apparaît et t'affaiblit, arrête-toi et observe. Demande-toi honnêtement, est-ce un fait prouvé ou simplement une supposition de mon esprit? Dirais-je cela à quelqu'un que je respecte? Est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela ne fait que me tirer vers le bas? Cette simple pause change tout. Épictète enseignait que tu ne contrôles pas ce qui apparaît dans ton esprit, mais que tu contrôles ce à quoi tu choisis de t'attacher. Et cette idée est aujourd'hui utilisée dans des thérapies modernes pour traiter l'anxiété, le stress et l'autosabotage. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir une pensée destructrice, c'est comme si tu nettoyais une pièce de ton esprit. Chaque fois que tu reformules une idée, c'est comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer de l'air frais. En faisant cela, en quelques semaines, quelque chose de profond se produit en toi. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace plus organisé et plus calme, plus de concentration, plus de clarté, plus de paix intérieure. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé à l'intérieur. Les personnes mentalement organisées n'ont pas moins de problèmes. Elles les gèrent simplement sans le chaos intérieur. Souviens-toi de ceci. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Tout ce que ton esprit te dit n'est pas vrai. Organise ton esprit, et ta vie commencera à s'organiser d'elle-même. Pratique 2. Crée de la force à l'intérieur de toi. Ce qui nous embrouille le plus avec les pensées négatives, c'est qu'elles ne ressemblent presque jamais à des ennemis. La plupart du temps, elles arrivent comme une protection. Elles disent des choses comme « Fais attention à ne pas échouer ». Il vaut mieux ne pas trop t'exposer. Si tu essaies, tu pourrais être déçu. Ça ressemble à de la prudence. Ça ressemble au bon sens. Ça ressemble même à de la maturité. Mais le problème, c'est que lorsque tu obéis à ces pensées, ta vie commence à rétrécir. Tu arrêtes de dire ce que tu penses. Tu arrêtes d'essayer, même quand une opportunité claire est devant toi. Tu arrêtes d'affronter des défis qui pourraient te faire grandir. Peu à peu, la peur commence à décider à ta place. Le rejet commence à choisir tes relations. Et l'anxiété commence à contrôler tes paroles. Et quand ces pensées ne sont pas remises en question, elles s'accumulent. Au début, elles paraissent petites, presque inoffensives, mais avec le temps, elles affaiblissent toute ta structure émotionnelle. C'est comme un mur qui commence avec une fissure minuscule, trop petite pour que quelqu'un s'en inquiète. Mais peu à peu, elle grandit, jusqu'à compromettre l'ensemble. C'est pour cela qu'apprendre à gérer tes pensées change ta vie. C'est la force que le stoïcisme veut réveiller en toi. Tu n'as pas besoin de contrôler le vent, mais tu dois contrôler la direction que tu donnes au bateau. Les recherches sur la persévérance de la docteure Carol Dweck ont montré que les personnes qui voient les erreurs comme un apprentissage deviennent plus fortes, plus confiantes et plus réussies au fil de la vie. Elles n'interprètent pas un échec comme une preuve d'incapacité, mais comme une partie du processus de croissance. Tandis qu'une personne le voit comme une limitation personnelle, l'autre regarde ce qu'elle a appris et comment cela peut la rendre meilleure, plus proche de ce qu'elle désire réellement. La situation est la même. Le résultat intérieur est complètement différent.
Et c'est exactement cela qui transforme les pensées en force. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton avenir, c'est le sens que tu donnes à ce qui arrive. Quand tu changes cette interprétation, tu changes aussi ton attitude. Et quand tu changes ton attitude, tu changes la direction de ta vie. Les problèmes continueront d'apparaître, les difficultés aussi, et cela en soi n'a pas le pouvoir de te faire tomber, mais plutôt la façon dont tu penses à leur sujet. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Applique cela dans la pratique. Quand une pensée négative surgit, ne discute pas avec elle à l'intérieur de toi. Utilise-la comme un signal d'action. Si l'esprit dit « tu n'y arriveras pas », tu réponds par l'attitude « alors j'essaierai quand même ». S'il dit « ça va mal se passer », tu réponds « j'apprendrai du résultat ». S'il dit « il vaut mieux rester dans la zone de confort », tu réponds « c'est exactement de là que je dois sortir ». Chaque pensée négative cesse d'être un frein et devient une poussée vers l'avant. C'est comme utiliser la résistance pour gagner en force, comme quelqu'un qui entraîne ses muscles à la salle de sport. Sans poids, il n'y a pas de croissance. Sans défi, il n'y a pas d'évolution. L'esprit fonctionne de la même manière. Plus tu transformes la peur en mouvement, plus tu deviens fort intérieurement. Et cette dynamique change quelque chose de profond en toi. Tu arrêtes d'être contrôlé par ce que tu penses et tu commences à utiliser tes pensées comme des outils. Tu ne fuis plus l'inconfort. Tu avances malgré lui. Et c'est cela qui construit un vrai courage, une discipline solide et une confiance authentique. Souviens-toi de ceci. La pensée peut essayer de te limiter, mais c'est toi qui décides si tu veux t'étendre. Quand tu transformes les pensées négatives en force, ta vie commence à avancer. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu as appris à agir même avec elle. Et c'est l'une des compétences les plus puissantes du stoïcisme appliquée à la vie réelle. Pratique 3. Le stoïcien agit malgré la peur. La peur t'a déjà fait repousser des décisions importantes. Elle t'a déjà fait rester silencieux quand tu aurais dû parler. Elle t'a déjà fait abandonner avant même d'essayer. Et le pire, c'est que presque toujours, il n'y avait aucun danger réel. La peur est l'une des forces les plus puissantes de l'esprit humain. Non pas parce qu'elle est réelle, mais parce qu'elle semble réelle. La majorité des gens ne se paralysent pas à cause de ce qui se passe vraiment, mais à cause de ce qu'ils imaginent qu'il pourrait se passer. Des scénarios qui n'ont jamais existé. Des erreurs qui ne sont pas encore arrivées. Des jugements que personne n'a faits. Et pourtant, ces pensées gouvernent les décisions, interrompent les actions et effacent les rêves. Peut-être que personne ne te l'a jamais expliqué, mais la peur ne vit pas dans la réalité. Elle vit dans ton interprétation. Les stoïciens le savaient. C'est pour cela qu'ils ne fuyaient pas la peur. Ils l'affrontaient avec raison, clarté et discipline mentale. Marc Aurèle nous a appris à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nos émotions les peignent. Quand tu as peur de quelque chose, ton esprit amplifie. Il transforme cela en quelque chose de plus grand, plus confus, plus menaçant. Mais quand tu regardes cela calmement et en face, la peur perd son pouvoir. Elle cesse d'être un monstre et devient simplement une ombre. L'exercice stoïcien est simple, mais extrêmement puissant. Demande-toi honnêtement, quelle est la pire chose qui peut t'arriver? Pas pour te faire peur, mais pour mettre des limites à la peur. Quand tu définis le pire scénario possible, l'inconnu devient concret. Et le concret est toujours plus facile à affronter que ce que ton imagination laissait croire. La plupart des gens évitent cette étape. Ils préfèrent se distraire, procrastiner, repousser les conversations importantes, repousser les changements nécessaires. Mais chaque fois que tu évites ce que tu crains, la peur grandit. Et chaque fois que tu fais face, même avec un tout petit pas, la peur s'affaiblit. C'est ainsi que l'esprit fonctionne. C'est ainsi que le caractère se construit. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Change le jugement, et tu changes l'expérience. La peur cesse d'être un signal de danger, et commence à fonctionner comme un panneau de direction, montrant exactement où se trouve ta croissance. Quand tu agis malgré la peur, quelque chose de profond se produit en toi. Ta confiance augmente, ton autocontrôle se renforce. Tu commences à te faire plus confiance à toi-même qu'à tes pensées négatives. Tu arrêtes d'attendre de te sentir prêt, et tu commences à agir avec discipline, même dans l'inconfort. Garde cela en tête. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir consciemment malgré elle. À chaque pas que tu fais, même le plus petit, tu récupères ton pouvoir intérieur. La peur diminue, ton caractère s'élargit. Affronter la peur comme un stoïcien ne te rend pas insensible. Cela te libère des scénarios imaginaires. Cela te libère du jugement extérieur. Cela te rend libre d'avancer avec clarté et intention. Et cette liberté intérieure est l'une des plus grandes victoires que l'esprit puisse atteindre. Avec de l'entraînement, de la discipline et de la conscience, toi aussi tu peux y parvenir. Pratique 4. La méditation est l'entraînement de ton esprit. La plupart des gens commencent déjà en disant « Je n'arrive pas à méditer parce que mon esprit ne s'arrête jamais ». La liste des tâches du lendemain envahit la tête, des conversations mal réglées reviennent, les pensées partent dans tous les sens, des souvenirs surgissent. Mais laisse-moi te dire quelque chose très clairement. Si ton esprit est agité,
C'est justement à ce moment-là que tu as le plus besoin de cette pratique. Imagine ton esprit comme un lac. Quand l'eau est turbulente, tu ne peux pas voir le fond. Tout paraît confus. Mais quand l'eau se calme, même ce qui est profond devient clair. Méditer ne signifie pas vider l'esprit. C'est une erreur courante. La méditation, c'est s'arrêter assez longtemps pour observer ses pensées sans réagir à elles. C'est créer une pause entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est justement dans cette pause que tu cesses d'agir en automatique. Et cette pause change tes réactions au cours de la journée. Le neuroscientifique Daniel Siegel explique que lorsque nous apprenons à observer nos pensées, nous cessons d'en être dominés et nous commençons à choisir nos réactions avec plus de conscience. La méditation était déjà utilisée comme un outil par les stoïciens. Marc Aurèle, par exemple, écrivait pour organiser son esprit avant d'affronter la journée. Il disait qu'il n'essayait pas de fuir le monde, mais de trouver une clarté intérieure. Parce qu'un esprit clair prend de meilleures décisions. Un esprit entraîné ne se laisse pas emporter par la première pensée négative qui apparaît. C'est ce qui arrive quand quelqu'un te critique au travail et que tu réagis aussitôt avec irritation. Ou quand quelque chose se passe mal et que tu penses automatiquement « ça m'arrive toujours ». Ou quand un problème surgit et que ton esprit court déjà vers le pire scénario possible. Voici une vérité que tu dois garder en tête. Tu ne contrôles pas les pensées qui surgissent dans ton esprit, mais tu contrôles la manière dont tu réagis à elles. La méditation est l'entraînement quotidien de cette réponse. Tu t'assieds, tu respires, tu observes. Une pensée apparaît. Tu ne luttes pas contre elle, tu ne la suis pas, tu la laisses simplement passer. Et chaque fois que tu fais cela, tu renforces ton autocontrôle. C'est cette pratique simple qui te permet de créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et c'est dans cet espace que se trouve la véritable liberté intérieure. Sénèque disait que personne n'est libre s'il n'apprend pas à se gouverner lui-même. La méditation est cette gouvernance quotidienne. C'est une discipline mentale. C'est l'entraînement stoïcien appliqué à la vie moderne. 5 minutes par jour suffisent déjà pour commencer. Avec le temps, tu emportes ce calme dans ton quotidien, dans une conversation difficile, dans une décision importante, dans un moment de pression. Au lieu d'exploser, tu respires. Au lieu de désespérer, tu réfléchis. Au lieu d'agir par peur, tu choisis avec clarté. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu réponds avec lucidité. Tu ne fuis plus les pensées négatives. Tu les observes. Et quand tu les observes, elles perdent leur pouvoir. Un esprit qui apprend à observer, apprend à se contrôler. La méditation ne t'éloigne pas de la réalité. Elle te prépare à l'affronter avec force intérieure, sérénité et équilibre. Et cet entraînement silencieux du quotidien construit un esprit qui ne se brise pas facilement. Pratique 5. Ton esprit décide du poids des choses. Quand quelque chose se passe mal, l'esprit se rapproche trop de la situation. Il répète l'erreur. Il revit la conversation. Il imagine des conséquences. Et il transforme ce moment en centre de tout. C'est ainsi que naissent l'anxiété, l'inquiétude constante et la fatigue émotionnelle. Tu ne te sens pas épuisé parce que ta vie est difficile. Tu te sens épuisé parce que ton esprit n'arrive pas à prendre de la distance face aux problèmes. Et voici quelque chose qui change tout quand tu le comprends. Ce qui te fait le plus souffrir, ce n'est pas l'événement. C'est la perspective à travers laquelle tu le regardes. Le stoïcisme enseignait une compétence essentielle pour la vie. Faire un pas mental en arrière. Marc Aurèle pratiquait cela constamment. Il s'entraînait à observer sa propre vie comme s'il était un spectateur calme et non un prisonnier des émotions du moment. Cette distance n'efface pas les défis, mais elle enlève le poids exagéré que ton esprit leur donne. Imagine maintenant que tu tiens un problème juste devant tes yeux. Plus il est proche, plus il paraît grand. Il occupe tout ton champ de vision. Maintenant imagine éloigner ce problème lentement. Il continue d'exister, mais il ne domine plus tout. C'est exactement ce que la perspective fait avec tes pensées. Quand quelque chose t'inquiète, arrête-toi et respire. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que cela sera encore important dans 1 an? Est-ce que cela aura vraiment du poids dans ma vie dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse est non. Et cette simple question change déjà ton état intérieur. L'émotion diminue, l'esprit ralentit, et ta clarté revient. De près, tout semble gigantesque. Avec de la distance, tout reprend sa taille réelle. La perspective crée précisément cet espace. Sénèque avertissait déjà que beaucoup de nos angoisses naissent de l'anticipation de maux qui n'arrivent jamais. Nous vivons en souffrant pour des scénarios qui n'existent que dans l'imagination. La technique de la perspective brise ce cycle. Elle te ramène au présent, le seul endroit où tu peux réellement agir. Avec cette pratique, quelque chose commence à changer dans ton quotidien. Une erreur ne te détruit plus. Une critique perd le pouvoir de te paralyser. Un retard ne gâche plus ta journée. Tu continues d'avancer avec calme et discipline. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as appris à ne pas transformer de petits problèmes en grandes tempêtes. Garde cette idée. Tout ne mérite pas ton énergie émotionnelle. Quand tu choisis où tu mets ton attention, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu cesses de réagir par impulsion et tu commences à répondre avec conscience. Et cette manière de penser
transforme ton caractère. Tu deviens plus solide, plus stable, moins prisonnier d'émotions passagères. Ce qui auparavant semblait une montagne se révèle maintenant n'être qu'une pierre sur le chemin. Et une pierre n'empêche pas celui qui continue d'avancer. La technique de la perspective ne t'éloigne pas de la réalité. Elle t'apprend à voir la réalité avec sagesse. Elle t'aide à vivre avec plus de calme, de clarté et de sens. Et quand tu apprends à regarder ta vie avec plus de distance, tu perçois quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas prisonnier. Tu es en processus de croissance. Tu avais seulement besoin d'apprendre à mieux voir. Pratique 6. Fais partie d'environnements qui te font avancer. Beaucoup de gens croient que les pensées négatives naissent dans leur propre tête, comme si elles apparaissaient de nulle part. Mais la plupart du temps, elles viennent de l'extérieur. Elles entrent peu à peu, dans des conversations pleines de plaintes, dans des informations qui ne font qu'alimenter la peur et l'insécurité. Chez des personnes qui voient toujours le pire scénario. C'est comme passer toute la journée dans un endroit bruyant. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment. Mais quand tu rentres chez toi, tu es épuisé. L'environnement te façonne sans te demander la permission. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, et je vais être direct. L'esprit s'adapte à ce à quoi il est exposé chaque jour. Si tu vis entouré de négativité, ton dialogue intérieur devient négatif. Pas par faiblesse, mais par répétition. Le stoïcisme a toujours été clair à ce sujet. Marc Aurèle parlait de la construction d'une citadelle intérieure, un espace solide en toi, qui reste debout même quand tout autour est en chaos. Sénèque écrivait dans ses lettres morales que nous sommes profondément touchés par le caractère de ceux qui nous entourent. Maintenant, pense à ta vie réelle. Tu veux évoluer, mais tu vis près de personnes qui ne font que se plaindre. Tu veux de la discipline, mais tu fais partie d'un environnement qui consomme la distraction en permanence. Tu veux la paix, mais tout autour de toi exige réaction, urgence et désespoir. Et sans t'en rendre compte, tu commences à penser comme ce que tu consommes. Ton humeur change, ton énergie baisse, ta motivation s'affaiblit. C'est plus qu'une théorie. Les neurosciences expliquent que nous copions les comportements grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs. Autrement dit, ce n'est pas seulement mental. Physiquement, ton cerveau apprend à répéter l'environnement dans lequel tu vis. Mais la solution n'est pas de s'isoler du monde. La solution est d'apprendre à filtrer. De la même façon que tu ne manges pas n'importe quoi chaque jour parce que tu prends soin de ton corps, tu ne peux pas non plus laisser n'importe quelle idée entrer dans ton esprit. Faire taire certaines voix n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. Choisir des conversations plus conscientes n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure. Le psychologue Jim Rohn disait que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Autrement dit, l'environnement que tu fréquentes façonne tes pensées, tes habitudes et même tes résultats. Si tu vis entouré de négativité, elle devient ta norme. Si tu vis entouré de croissance, tu commences à grandir aussi. C'est pour cela que le premier acte de discipline mentale est de choisir où tu mets ton attention. Qu'est-ce que tu écoutes chaque jour? Qu'est-ce que tu répètes dans ta tête? Qu'est-ce que tu autorises à rester en toi? Dans la vie concrète, ce changement apparaît de manière simple. Tu arrêtes d'entrer dans des discussions inutiles. Tu réduis la consommation de contenus qui ne font que générer de l'anxiété. Tu crées des moments de silence. Tu marches sans téléphone pendant quelques minutes. Tu écris tes propres pensées au lieu d'absorber celles des autres en permanence. C'est ainsi que ton esprit commence à s'organiser. Quand tu commences à protéger ce qui entre en toi. Alors retiens ceci. Tout ce qui vient de l'extérieur ne mérite pas d'avoir accès à ton monde intérieur. Quand tu protèges ton attention, tu protèges ta paix. Quand tu prends soin de ton énergie, ta clarté augmente. Et cela te fait moins réagir, t'impliquer dans moins de drames, devenir plus ferme, plus conscient et plus stable. Voici une vérité dure que j'ai mis du temps à comprendre. Tes problèmes ne vont pas disparaître. Quel que soit le niveau de vie où tu te trouves, tu devras apprendre à gérer des situations indésirables, inconfortables et parfois des personnes désagréables. Mais tes réponses émotionnelles changent complètement quand tu construis une forteresse à l'intérieur. Et ce n'est pas devenir froid, c'est devenir sage. C'est la capacité de rester calme même sous les plus grandes pressions. Quand tu apprends à filtrer ton environnement, aucune négativité ne domine ton esprit. Parce que tu as compris l'une des leçons les plus importantes du stoïcisme appliqué à la vie. Le véritable pouvoir commence à l'intérieur de toi et doit être protégé chaque jour. Pratique 7. Libère les limites de ton esprit. Je vais te poser une question simple. Combien de pensées portes-tu depuis des années qui ne font que te retarder mais que tu ne t'es jamais arrêté pour remettre en question? Des idées qui n'aident pas, qui ne résolvent rien, mais qui continuent à contrôler ton esprit. C'est difficile à admettre, à reconnaître, mais pendant longtemps je me sentais mal avec moi-même, non pas parce que ma vie allait mal, mais parce que je laissais des pensées négatives décider à ma place, sans même m'en rendre compte. Je croyais être désorganisé parce que j'ai grandi en entendant cela. Je répétais que j'avais peu d'ambition, parce qu'à un moment donné, j'ai appris que l'argent était quelque chose de mauvais. Et en peu de temps, ces idées ont commencé à contrôler mes choix, ma façon de penser et même la personne que je croyais être. Le stoïcisme a toujours enseigné quelque chose de très clair. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui dirige ta vie,
C'est ce que tu crois à propos de cela. Je ne me sentais pas désorganisé parce que c'était réellement comme ça. Je me sentais ainsi parce que j'ai appris à penser de cette façon à mon sujet. Je n'avais pas peu d'ambition parce que cela faisait partie de moi. Je le répétais parce que je l'avais entendu et cru pendant des années. Et quand une idée se répète pendant longtemps, elle cesse d'être seulement une pensée et commence à contrôler tes choix. C'est pour cela que changer tes pensées devient une action si puissante. Et ce n'est pas seulement la philosophie qui dit cela. Le neuroscientifique Andrew Huberman explique que lorsque tu choisis consciemment un nouveau schéma de pensée, ton cerveau commence à créer de nouvelles connexions. Plus tu répètes cette nouvelle façon de penser, plus elle devient forte, et l'ancienne s'affaiblit naturellement. Autrement dit, les pensées ne sont pas permanentes. Elles peuvent être entraînées. Maintenant, imagine ceci. Ton esprit est comme un chemin de terre. Pendant des années, tu es toujours passé par la même trace. Elle est devenue profonde, marquée, facile à suivre. C'est la pensée négative automatique. Au début, sortir de ce chemin est difficile. Le sol est irrégulier. Cela demande des efforts. Cela semble étrange. Mais plus tu marches dans la nouvelle direction, plus ce nouveau chemin se consolide. Et peu à peu, l'ancien commence à disparaître tout seul. C'est ainsi que l'esprit change. En pratique, cela signifie remplacer consciemment. Maintenant, il est trop tard pour moi, je peux commencer d'où je suis. Ce n'est pas se mentir à soi-même. C'est enlever le frein à main de ta vie. C'est échanger des idées qui bloquent contre des idées qui font avancer. Et chaque fois que tu fais cela, quelque chose de puissant se produit. Ta posture change, ton énergie change, tes décisions changent. Et quand les décisions changent, la vie commence à avancer. Avec le temps, ton esprit cesse d'être un lieu d'auto-sabotage et devient un espace de construction. Construction de la confiance. Construction du courage. Construction de la clarté. Maintenant vient l'exercice pratique, simple et puissant. Aujourd'hui, choisis une pensée qui a l'habitude de te limiter. Cela peut être celle qui apparaît toujours quand tu vas essayer quelque chose de nouveau. Écris-la, regarde-la. Et consciemment, remplace-la par une autre qui te pousse vers l'avant. Répète ce changement tous les jours pendant une semaine. Tu verras que ce n'est pas seulement la pensée qui change. Ton attitude change avec elle. Pratique 8. Tu es plus fort que les problèmes. À un moment donné, tout le monde a l'impression que la vie se resserre. Un problème financier qui surgit de nulle part. Une mauvaise nouvelle qui change tes plans. Une déception avec quelqu'un en qui tu avais confiance. Un rêve qui semble s'écrouler du jour au lendemain. Et quand cela arrive, l'esprit passe à l'attaque. Il commence à répéter « C'est trop pour moi. Je ne vais pas tenir. Pourquoi ça tombe toujours sur moi ?» C'est comme si la pression extérieure devenait une pression encore plus grande à l'intérieur de ta tête. Mais écoute calmement cette vérité simple et solide. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles la posture avec laquelle tu fais face à ce qui arrive. Le stoïcisme l'a clairement enseigné il y a des siècles. Épictète expliquait que la souffrance ne vient pas des faits, mais du sens que nous leur donnons. Marc Aurèle, entouré de guerres, de maladies et de trahisons, écrivait chaque jour pour se rappeler que la force intérieure n'est pas une émotion, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens quand tout va bien, c'est quelque chose que tu décides quand tout se resserre. Et c'est là que la différence apparaît. La majorité des gens attend que la pression passe pour agir. Le stoïcien fait l'inverse. Il se renforce à l'intérieur même de la pression. Il ne fuit pas. Il ne se plaint pas. Il ne se paralyse pas. Il accepte ce qu'il ne peut pas changer et agit avec discipline sur ce qu'il peut contrôler. Ses pensées, ses paroles, ses actions. Rien de plus. Et ici entre en jeu quelque chose de puissant qui ne vient pas de la philosophie, mais de l'expérience humaine réelle. Le psychiatre Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, a compris que même lorsque tout était retiré à une personne, la liberté, le confort, la dignité, il restait encore une chose impossible à voler, le choix de l'attitude face à la douleur. Il disait qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace, et dans cet espace se trouve notre liberté de choisir qui nous devenons. Cette idée change tout. Parce que lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de te voir comme une victime des circonstances, et tu commences à te voir comme quelqu'un qui construit sa force à l'intérieur d'elle. Et au quotidien, cela ne se fait pas avec de grands gestes héroïques. La force se construit dans de petites attitudes, répétées. Aujourd'hui, tu peux tenir ce que tu as promis. Tu peux organiser ta journée, même sans envie. Tu peux prendre soin de ton esprit quand il veut t'abandonner. Tu peux choisir des pensées qui te relèvent, au lieu de celles qui te font tomber. C'est ça la résilience. C'est ça le caractère. Chaque pression que tu affrontes est comme un entraînement invisible de ton esprit. Si tu réagis avec désespoir, elle te brise. Si tu réagis avec conscience, elle te renforce. L'obstacle cesse d'être un ennemi et devient une partie de la construction de la personne que tu es en train de devenir. Ta mentalité change, tu arrêtes de demander une vie plus facile. Et tu commences à devenir une personne plus forte. Quand l'esprit commence à trembler, sache que la pression n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue révéler la force que tu n'as pas encore réalisée que tu possèdes.
Et, à chaque pas que tu fais, c'est le signe que tu apprends à observer ton esprit avec plus de conscience et moins de peur. Que tu choisis quelles pensées vont avoir du pouvoir sur toi. Ton esprit cesse d'être gouverné par le hasard et commence à être dirigé par toi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela prouve déjà que tu es en train de prendre le contrôle de ton esprit. Peu de gens vont jusqu'au bout. Peu de gens décident vraiment de changer. Tu n'es pas ici pour le divertissement, tu es ici pour la transformation. Alors, écris maintenant dans les commentaires, comme un engagement envers toi-même. Je contrôle mes pensées. Je suis plus fort qu'elles. C'est le point de départ de celui qui cesse d'être prisonnier de son esprit et commence à diriger sa propre vie. Et si ce contenu t'aide à évoluer, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'apprendre à maîtriser son propre esprit.